il renaît en tant que bébé, et quand il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit est une notification d'un système d'évolution infini. Tant qu'il s'entraîne continuellement sur une partie de son corps, cette partie devient infiniment plus forte. À chaque gorgée de lait, il devient plus fort. À l'âge de 3 mois, il a déjà donné 10 000 coups de pied. À 4 mois, il apprend à ramper. À 5 mois, il sait déjà marcher. À 6 mois, il regarde déjà la télévision avec ses parents et découvre que dans ce monde, il existe 2 types différents de pouvoirs surhumains. L'un est les cyborgs, et l'autre est les fusionneurs de gènes. Les cyborgs renforcent leur corps par des modifications mécaniques, tandis que les fusionneurs de gènes acquièrent des capacités à partir de bêtes mutantes en fusionnant avec leurs gènes. Et les ennemis de l'humanité dans ce monde sont les diverses bêtes mutantes qui commencent à apparaître partout dans le monde. Peu de temps après, de nouveaux voisins emménagent à côté. Ils ont aussi une fille nommée Shen Qinghan. Cette fille devient sa première amie dans ce monde, mais à ce moment-là, il n'a aucune idée que leurs destins seront étroitement liés à l'avenir. À 7 mois, il apprend à courir et sauter et commence même à parler. À 8 mois, il commence à faire des abdominaux pour entraîner ses muscles abdominaux, bien qu'il n'ose le faire que lorsque ses parents ne sont pas là. Mais un jour, il est accidentellement surpris par sa mère. Elle se frotte les yeux pour s'assurer qu'elle ne rêve pas, et quand elle regarde à nouveau, il fait déjà semblant de dormir. Quelques jours plus tard, pendant le bain, Jiang Wangxin remarque le petit torse de son bébé, des abdominaux définis apparaissant faiblement sur son ventre. Choquée, elle appelle son mari en criant. Lin Yansheng se précipite. Sa surprise se transforme en excitation. Il déclare que leur fils pourrait être un talent unique en son genre, destiné à la grandeur, en tant que cyborg ou fusionneur de gènes. En entendant cela, Zishen se sent rassuré. Intérieurement, il se sent même reconnaissant. Avoir 2 auteurs de web romans comme parents pourrait être le camouflage parfait pour ses capacités. Plus tard, en regardant les nouvelles avec sa mère, il voit un reportage sur un prodige de 2 ans, issu d'une famille d'arts martiaux soulevant un haltère de 20 kilos d'une seule main. En serrant fièrement son fils dans ses bras, Jiang Wangxin insiste sur le fait que son Zichen est tout aussi extraordinaire. Dans son cœur, il se demande s'il sera capable d'égaler cet exploit quand il aura 2 ans. Ce jour est arrivé plus vite que prévu. Le jour de son 2e anniversaire, après d'innombrables heures d'entraînement en secret, il entre dans la salle de stockage, saisit un poids de 20 kilos et le soulève facilement d'une main. Juste au moment où il est sur le point de continuer, sa mère l'appelle en disant que Shen Qinghan, surnommé Han Han, est venu jouer. Surpris, il met le poids de côté et se précipite dehors. Leur temps de jeu, cependant, est loin d'être ordinaire. Bien qu'elle ne soit qu'une enfant en bas âge, Zichen a l'esprit d'un adulte. Au fil du temps, il découvre une méthode astucieuse puisque Qinghan adore s'accrocher à lui. Il l'utilise comme un gilet lesté vivant de la taille d'un enfant pendant ses entraînements. Pourtant, un problème récurrent continue de l'interrompre, comme maintenant quand il sent soudainement de la chaleur imprégner ses vêtements. Hanan a encore fait pipi sur lui. 1 an plus tard, à 3 ans, la force de Zichen atteint de nouveaux sommets. Il peut maintenant soulever sans effort un poids de 40 kilos d'une seule main. Un jour, la télévision montre un prodige de 4 ans soulevant 30 kilos. En regardant, Zichen sourit légèrement. Il les dépasse déjà. Pourtant, malgré ses progrès, son système le classe obstinément comme de niveau ordinaire 1. Il ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il doit faire exactement pour passer au niveau 2. En réfléchissant, il sort de chez lui pour la toute première fois. Le monde extérieur le stupéfie. C'est une ville futuriste éblouissante. Parmi eux se trouvent des êtres ressemblant à des bêtes et des cyborgs. Il suppose que ce doivent être les fusionneurs de gènes et les ascendants mécaniques dont il a entendu parler. Il marche avec sa mère aux côtés de leur voisin Sumeng et le petit Shen Qinghan. Leur destination, la bibliothèque. Comme ses parents refusent de le laisser utiliser des appareils électroniques, il se fie aux livres pour découvrir des connaissances. Une fois sur place, sa mère l'oriente doucement vers le rayon des enfants. Mais au lieu de livres d'images colorées, Lin Zichen s'aventure dans les allées remplies d'encyclopédies avancées. Hanan suit de près, inquiet de se faire gronder, bien que Xumeng se demande pourquoi il est si attiré par des textes difficiles, tandis que Jiang Wangxin hausse simplement les épaules et suggère que cela doit être ses gènes de génie. Pendant que Hanan lui offre des biscuits, Lin Zichen reste profondément absorbé par les pages devant lui. À travers ses livres, il découvre la vérité. Toute vie est divisée en 6 grands niveaux biologiques. Ordinaire, avancé, rare, épique, légendaire et mythique. Chacun divisé en 9 niveaux. Soudain, sa propre place devient claire. Les humains comme ses parents se trouvent au plus bas échelon. Cette révélation enflamme sa détermination à s'entraîner plus dur, à grandir plus vite et à dépasser ses limites actuelles. À ce moment-là, son système émet un signal avec une nouvelle quête, lire 100 millions de caractères. Ravi par l'occasion d'affûter à la fois son esprit et son corps, il accepte sans hésitation. Pendant l'année suivante, il partage son temps entre un entraînement acharné et la dévoration de livres. Lorsqu'il atteint l'âge de 4 ans, son travail acharné porte ses fruits. Lui et son ami entrent main dans la main à la maternelle, guidés par leur enseignante, mademoiselle Jiang Mei. Peu de temps après avoir commencé l'école, Lin Zichen atteint enfin le niveau ordinaire 2. Ses progrès sont étonnants car il peut soulever un poids de 80 kg d'une seule main, sauter 1,20 m dans les airs et courir 100 mètres en moins de 11 secondes. Un jour, il tombe sur un groupe d'enfants entourant Hanan qui pleure en étant moqué comme un pisseur au lit. Voyant son ami harcelé, Lin Zichen sait qu'il ne peut pas rester les bras croisés. Il bondit en avant, atterrissant au centre du groupe avec une force dramatique. Fixant les harceleurs d'un regard, il lance une menace enfantine glaçante.
S'ils s'en prennent encore à Han Han, il fera pipi sur leur lit tous les jours. Les enfants éclatent en sanglots et jurent de ne jamais retourner à la maternelle. 6 mois plus tard, il termine sa quête de lecture massive. Après avoir lu plus de 100 millions de caractères, il obtient la racine céleste de la sagesse. Cela lui confère une mémoire eidetique parfaite et des capacités d'apprentissage humaines optimales. Le temps passe rapidement et bientôt lui et Shen Shingan ont presque 7 ans. Même pendant la longue pause, Lin Zichen ne ralentit jamais. À présent, il est assez fort pour s'entraîner avec une barre de 200 kilos. Son esprit progresse tout aussi rapidement. Boosté par son nouvel attribut, il maîtrise le programme scolaire de l'école primaire bien avant l'heure. Lorsqu'il commence à l'école primaire Sunshine, les concours académiques lui semblent être un jeu d'enfant. En dehors des compétitions, il passe son temps libre à donner des cours à Shen Shingan. Bien qu'elle manque de génie naturel, sa diligence brille. Avec son aide, ses notes montent en flèche et à la fin du semestre, elle se classe 2e de la classe, juste derrière Lin Zichen lui-même. Pour accélérer encore ses quêtes, il se lance aussi dans l'athlétisme. Juste au moment où il commence à penser que sa vie scolaire suivra cette routine prévisible, quelque chose d'inattendu se produit. Un nouvel élève transféré arrive en classe. Le professeur la présente simplement comme Bai. Lin Zichen ressent quelque chose d'inhabituel. Une aura faible mais distincte, différente de celle d'un humain ordinaire. Pendant ce temps, Shen Qingge trouve la fille très jolie, mais Lin Zicheng n'est pas distrait par les apparences. Son attention est fixée sur cette aura étrange. Pourrait-elle être une fusionneuse de gènes ou peut-être la descendante de l'un d'eux? Dans les jours qui suivent, Bai Sue reste une énigme. Elle reste à l'écart, ne parlant jamais à personne. Quand les cours se terminent, elle pose sa tête sur le bureau et reste immobile, allant à peine aux toilettes. Bientôt, quelque chose de troublant se produit. Un liquide épais et blanc commence à s'écouler de son corps, trempant ses vêtements et coulant le long de ses jambes. L'odeur est insupportable. Les élèves froncent le nez, murmurant des plaintes. Un garçon va plus loin, ricanant de son malheur. Avec un rire cruel, il verse de l'eau de sa bouteille sur sa tête, se moquant d'elle en disant qu'il la lave. Trempé et humilié, Bai Xue tremble à son bureau. Ses poings se serrent alors que des larmes silencieuses coulent sur ses joues, tandis que les harceleurs rient encore plus fort. De son siège, Shen Qingge se tourne anxieusement vers Lin Zicheng, chuchotant s'ils peuvent faire quelque chose. Il avait senti le danger de la présence de Bai auparavant, mais maintenant elle n'est qu'une fille tourmentée. Cela seul est une raison suffisante. Il avance sans hésitation, saisit le meneur, Guanchun, par le col, et avec un sourire aiguisé, lui ordonne d'essuyer le bureau de Bai Sue. La terreur se lit sur le visage de Guanchun. Il bégaye son accord. Les autres harceleurs, trop effrayés pour résister, se précipitent pour prendre des mouchoirs, nettoyant frénétiquement chaque goutte d'eau. Lorsque le bureau est impeccable, Lin Zicheng donne un dernier ordre. Ils doivent tous s'excuser auprès de Bai Sue, ici et maintenant. Sous son regard froid, les intimidateurs s'effondrent. Trempés de sueur, ils baissent la tête, marmonnent des excuses et jurent de ne plus jamais l'embêter avant de fuir la salle. Alors que le silence retombe sur la classe, Bai Xue lève lentement la tête. Sa voix tremble de gratitude alors qu'elle remercie à la fois Lin Zicheng et Shen Qingge. Han Han s'avance, posant doucement une main sur l'épaule de Bai. Elle lui dit fermement que les camarades de classe doivent se protéger mutuellement. À partir de ce moment, elle se charge d'être l'amie de Bai et entraîne Lin Zicheng avec elle. Tous les trois commencent à passer du temps ensemble. Shen Qingge, en particulier, gâte Bai, lui offrant toujours les meilleures friandises en premier. Un jour, Bai hésite lorsque Qingge lui propose des friandises. Les yeux baissés, elle demande doucement s'ils ne sont pas dégoûtés par son odeur, que cette gentillesse semble trop irréelle pour être vraie. Qingge secoue la tête avec conviction. Ce n'est pas un rêve, dit-elle, car elle sait ce que c'est que de se sentir rejetée, et elle ne pourrait jamais être dégoûtée. Souriant chaleureusement, elle déclare que si Bai le veut, elles seront amies pour toujours, et entraîne Lin Zicheng dans la promesse aussi. Submergée, Bai Xue éclate en larmes, et la serre fort dans ses bras, les remerciant toutes les deux. Une fois calmée, elle insiste pour donner quelque chose en retour. De son cou, elle retire un collier enfilé avec 2 crocs de bête. Elle explique que c'était un cadeau d'anniversaire de sa mère, et maintenant elle veut que ce soit un symbole de leur amitié. Qingge l'accepte joyeusement. Ce soir-là, sous le soleil couchant, les 3 enfants se tiennent côte à côte et promettent d'être amis pour toujours. Mais un jour, Qingge est stupéfaite d'apprendre que Bai Xue a soudainement quitté l'école. Quand elle demande à Lin Zicheng, il le confirme. Il l'a vu signer les papiers de retrait lui-même. Il se souvient de cette scène avec précision, debout à la porte du bureau du principal, regardant Bai Xue assise avec le principal et un homme qu'il ne reconnaissait pas. Le principal a assuré à l'homme que ses papiers étaient complets et que ses dossiers resteraient strictement confidentiels. Ce moment a confirmé le soupçon de Lin Zicheng. L'identité de Bai Xue était loin d'être ordinaire, et tout d'un coup, elle a disparu de leur vie. Il ne l'a jamais revue. Un soir à la maison, Lin Zicheng se tient derrière sa mère, lui massant les épaules alors qu'elle soupire de soulagement, disant que son toucher est parfait après une longue journée au clavier. Lin Zicheng sourit intérieurement. Avec la racine céleste de la sagesse, il a maîtrisé des techniques de massage de niveau professionnel et réalise à quel point ce don peut être pratique. Soudain, la télévision interrompt avec des nouvelles de dernière minute. Le présentateur annonce un autre exploit étonnant du prodige de Kyoto. À seulement 10 ans, le garçon a déjà fusionné avec des gènes de bêtes aberrantes. La diffusion le montre soulevant sans effort un énorme rocher de 500 kilos d'une seule main. Lin Zicheng le reconnaît instantanément et réalise avec un sursaut que son rival a déjà franchi le pas de la fusion génétique.
Son père, Lin Yansheng, râle à propos des apparitions constantes du garçon à la télévision. Jiang Wanqin rétorque, critiquant la cruauté d'expérimenter sur un enfant. Lin Yansheng explique que le prodige appartient à un clan d'arts martiaux millénaires ayant accès à des techniques de fusion avancées. Pendant que ses parents se disputent, l'esprit de Lin Zicheng est ailleurs. Il se souvient comment le garçon ne pouvait soulever que 100 kilos avant la fusion. Ensuite, sa force a quintuplé pour atteindre 500 kilos. En comparaison, Lin lui-même, âgé de seulement 8 ans et sans fusion, peut déjà soulever 300 kilos d'une seule main, et il sait que son potentiel dépasse de loin celui des prodiges de Kyoto. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, les nouvelles passent à un rapport encore plus sombre. Une ville voisine a été anéantie dans une explosion massive, résultat d'une invasion terrifiante. Les images montrent des hordes sans fin de rats monstrueux et aberrants envahissant les ruines. Un rat grotesque saisit une femme hurlante dans ses mâchoires et la dévore vivante. Les présentateurs continuent de rapporter que la catastrophe a été provoquée par des hérétiques, un culte souterrain qui manipule des bêtes aberrantes pour frapper l'humanité. Lors d'une conférence de presse, un responsable du pays Sakura, la nation dévastée par l'attaque, implore une aide internationale. Il dénonce les hérétiques comme des traîtres à l'humanité. En regardant les nouvelles, Lin Zicheng ressent un soulagement de vivre dans un pays fort et stable où il peut tranquillement devenir plus fort. Soudain, de dehors, des explosions sonores assourdissantes déchirent le ciel nocturne. Alarmé, il se précipite vers la fenêtre et tire le rideau. Les escadrons de cyborgs lourdement armés traversent le ciel en formation. Il se demande si quelque chose de terrible a déjà commencé. Le lendemain matin commence comme d'habitude. Notre garçon attend dehors jusqu'à ce que son ami arrive en courant, s'excusant d'être en retard. À son arrivée, son regard se porte sur le collier à crocs de bête qui pend à sa poitrine, celui que Baekshue leur avait donné. À sa grande surprise, le pendentif brille d'un bleu vif pendant un instant. Ce n'était pas un simple bibelot, mais le croc d'une bête aberrante. Entre la réaction du collier et le déploiement des cyborgs la nuit dernière, le danger semble plus proche que jamais. En chemin pour l'école, il passe devant un lampadaire où une femme frappante s'appuie nonchalamment. Avec un sourire, elle remarque à quel point ils sont mignons ensemble, demandant s'ils sont frères et sœurs. Avant que Lin Zicheng ne puisse répondre, Hanan la corrige fièrement en disant qu'ils sont meilleurs amis d'enfance. La femme sourit et dit qu'elle aurait aimé avoir un tel lien. Mais ensuite, son ton change alors qu'elle se penche plus près, demandant pourquoi ils vont à l'école seuls et où peuvent être leurs parents. Avant que Chingan ne puisse répondre, Lin Zicheng lui prend fermement la main et l'interrompt, puis il l'entraîne. Une fois qu'ils ont pris de la distance, il s'arrête pour la gronder doucement, lui rappelant de ne jamais parler aux inconnus. Elle hoche la tête docilement. Après l'école, Lin Zicheng les guide par un raccourci à travers une ruelle déserte. Chingan regarde autour d'elle nerveusement, chuchotant que l'endroit lui semble inquiétant. Il la rassure. C'est seulement vide parce que la zone est marquée pour démolition. Mais une voix familière brise le silence. La même femme sort de l'ombre en remarquant que l'école doit être finie. Cette fois, un homme imposant se tient derrière elle. Le cœur de Lin Zicheng se serre. Il avait délibérément choisi un autre chemin, mais elle les a quand même trouvés. Elle essaie de les attirer avec la promesse de friandises, mais son partenaire, Sheng, perd rapidement patience. Avec un chiffon imprégné de produits chimiques à la main, il se précipite en grognant qu'il devrait simplement assommer les enfants et les vendre. Agissant par instinct, Lin Zicheng pousse Shen Shingan de côté et s'avance. Son petit poing se serre fort, toute sa force concentrée en un seul coup. Il le dirige droit vers le visage de Sheng. L'instant suivant, le corps massif de Sheng est projeté en arrière, s'écrasant dans la ruelle avec un hurlement de douleur. La femme aux cheveux rouges se fige. Un enfant venait d'envoyer un homme adulte voler. Au sol, Sheng tousse violemment, du sang coulant de sa bouche. Lin Zicheng n'hésite pas. Il se tourne vers la femme, lui assène un coup de poing dans le ventre, puis enchaîne avec un uppercut écrasant à la mâchoire. Il pense à les tuer tous les deux sur le champ. Debout au-dessus de leur corps tombé, l'expression de Lin Zicheng se durcit. Mais avant qu'il ne puisse agir, le sol tremble violemment. Une griffe colossale fracasse le côté d'un bâtiment voisin, dispersant des débris. Un rat monstrueux et aberrant émerge, dominant la ruelle. Il ignore les enfants, son attention fixée sur la femme inconsciente. D'un coup rapide, ses griffes lui tranchent la tête nette. Sachant à quel point la situation est grave, Lin Zicheng la prend dans ses bras. Il lui dit ce qu'ils affrontent, un rat géant aberrant, et qu'ils doivent fuir. Sans hésitation, il s'élance, la portant alors qu'il fuit l'allée qui s'effondre. Derrière eux, le ciel nocturne se fend à nouveau. Une traînée de rouge et d'or descend, une cyborg féminine avec des cheveux blonds et des oreilles de lapin brillantes sur son casque. Elle plonge à une vitesse vertigineuse. La cyborg atterrit derrière le monstre. Son gantelet s'illumine alors qu'elle arme son arme. Une rafale de projectiles est lancée en succession rapide, explosant dans une tempête de feu qui engloutit le rat. Lin Zicheng protège Chingan, alors que les flammes et la fumée remplissent l'allée. La bête rugit de douleur, chancelant sous l'effet des anesthésiques. Saisissant l'ouverture, la cyborg s'élance en un éclair, ses coups taillant dans la bête. Enfin, avec un coup décisif, le rat monstrueux s'effondre sans vie au sol. Plus tard dans la soirée, Lin Zicheng est assis chez lui, regardant la rediffusion du combat aux informations. Il analyse chaque mouvement et arrive à une conclusion sobre. La force de la cyborg est loin d'être écrasante.
Elle doit d'abord épuiser la créature, et même alors, le combat dure 7 minutes. La rencontre se rejoue dans son esprit. On dit que les rats aberrants capables de dépasser 10 mètres atteignent le 5e niveau ordinaire. Ce soir, il en affronte un directement. Bien qu'il s'en sorte indemne, le danger est indéniable. Lindsay Chen fait un vœu silencieux. Il s'entraînera encore plus dur, assez fort pour se protéger lui-même et ceux qu'il chérit. Peu après, il est de retour dans sa salle d'entraînement, une barre massive reposant sur ses épaules alors qu'il enchaîne des squats éprouvants. La vie, cependant, ne s'arrête pas face aux menaces imminentes. Son 9e anniversaire et celui de Shen Qinggan arrivent, célébrés en famille. Après avoir échangé des vœux, il s'offre des cadeaux. S'appuyant sur sa racine céleste de sagesse, Lindsay Chen maîtrise la sculpture sur bois en une nuit. Son cadeau pour Shen Qinggan est une délicate épingle à cheveux en bois qu'elle glisse immédiatement dans ses cheveux, rayonnante de joie. Peu de temps après, il termine l'école primaire, se préparant à entrer au collège. Alors qu'ils partent, le système de Lindsay Chen retentit. L'accomplissement des 9 années d'éducation obligatoire est terminé. Il débloque également les titres roi des enfants de maternelle et as de l'école primaire. Le prochain objectif est clair, maître du collège. Déterminé, il s'impose un entraînement brutal pendant la pause. Un exercice le voit effectuer 1000 pompes sous un rocher écrasant, le système le couvrant régulièrement de boosts de statistiques. Après une course exténuante de 10 km, la percée arrive. Il passe au 3e niveau ordinaire. Ses statistiques montent en flèche. Un levé à une main de 700 kg, un saut vertical de 4 mètres et un sprint de 100 mètres en 6 secondes. Pourtant, une pensée le tracasse. Jusqu'où a progressé le prodige de Kyoto? Ce soir-là, un reportage répond. Le jeune de 14 ans, maintenant fusionné avec des gènes de fourmis géantes, soulève sans effort un bloc d'alliage de 2000 kg. Lindsay Chen calcule soigneusement les chiffres. Les gènes de fourmis multiplient la force de 4 à 8 fois. En retirant l'amélioration, la force de base du prodige est à peine de 500 kg. Lindsay Chen expire de soulagement. Sa force brute dépasse encore celle de son rival. Un sourire discret se forme. Si c'est son potentiel sans fusion, alors avec les bons gènes, il sera inarrêtable. Le début du collège arrive. Les invitations affluent des meilleures institutions de la ville. Mais Lindsay Chen choisit le collège de Shanghai à une condition. Son meilleur ami doit être dans la même classe. Lors de l'inscription, le principal et le professeur principal les accueillent chaleureusement, louant la réputation de Lindsay Chen. La véritable raison pour laquelle il choisit cette école, cependant, ce sont ses installations sportives à la pointe de la technologie. Avant le début des cours, les deux se dirigent directement vers le cours de badminton. Han Han bondit d'excitation. Lindsay Chen intercepte avec aisance. Mais avant que le jeu ne continue, un groupe d'élèves plus âgés entre avec arrogance. Leur chef attrape le volant en plein vol et déclare que le terrain leur appartient. Ses amis raillent, se moquant que Shen Qinggan peut rester pour s'entraîner avec eux. Mais elle tient bon, insistant sur le fait que la règle est simple. Premier arrivé, premier servi. Les yeux de Lindsay Chen se plissent, les avertissant de reculer. Le chef ricane, déclarant que les règles sont insignifiantes. C'est alors que Lindsay Chen bouge. Il déclare que seules ces règles seront suivies. Il saute en l'air, écrasant le volant avec une force écrasante. Cela brise la raquette du chef en deux et fait voler sa casquette. Les élèves plus âgés se fichent d'horreur. Leur arrogance s'effondre instantanément. Ils s'inclinent, balbutiant des excuses avant de fuir terrifiés. La nouvelle se répand rapidement. Après ce jour-là, plus personne n'ose intimider Lindsay Chen ou Shen Qinggan. Académiquement, Lindsay Chen est bien au-delà de ses pairs, ayant déjà maîtrisé le programme du collège. Il passe ses cours discrètement, passant ses nuits à équilibrer un entraînement rigoureux, avec de nouvelles compétences. Avec son céleste, route de la sagesse, il maîtrise la cuisine, la natation, la photographie et la conduite. Pourtant, le titre de chef du collège reste inaccessible. Pour l'obtenir, il sait qu'il doit dominer au-delà des études. Il consacre ses efforts aux compétitions nationales, accumulant les trophées tout en évitant délibérément la première place, car trop d'attention est dangereuse. À la fin du semestre, le titre n'est toujours pas apparu. Ce qu'il gagne cependant, c'est une montagne d'admirateurs. Son bureau est constamment enseveli sous les lettres d'amour, bien qu'il les ignore toutes. Il reste concentré sur le tutorat de Shen Qinggan et la préparation du prochain festival sportif. Il participe à seulement 3 épreuves, et chacune devient une vitrine parfaite de puissance brute et de vitesse. Les résultats laissent la foule sans voix. Son lancer de poids atteint 200 mètres. Même en se retenant pour paraître humain, il écrase toute la concurrence, remportant la première place dans toutes les catégories. Alors qu'il s'assoit à côté de Shen Qinggan ensuite, une vague de puissance le traverse, et une notification apparaît devant ses yeux. Il a obtenu le titre de seigneur du collège. En raison de ses réalisations remarquables éclipsant tous les autres élèves, il avait remporté les 3 titres scolaires. La distinction dominante des 9 années d'éducation obligatoire était maintenant complète, lui accordant un nouveau trait biologique puissant, la survie du plus apte. Une vague d'énergie le traversa alors que la réalisation le frappait. Le titre s'était enfin activé. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il rentrait de l'école avec Shen Qinggan, Lindsay Chen réfléchissait silencieusement au nouvel attribut. La survie du plus apte, une capacité prédatrice qui lui permettait de consommer l'essence vitale d'autres créatures pour évoluer. Mais qu'est-ce qui constituait exactement l'essence vitale? Profondément plongé dans ses pensées, il faillit ne pas entendre la voix de Shen Qinggan lui demandant de ralentir. Il se tourna vers elle et demanda s'il pouvait emprunter le collier de croque de bête que Bai Zui leur avait donné. Sans hésiter, elle le lui tendit.
Instantanément, son système s'activa, l'informant qu'il avait absorbé une trace de l'essence vitale du papillon géant abyssal. Une image ombragée apparut devant lui d'un énorme papillon sombre. Ce croc ne provenait pas d'une créature ordinaire. Il appartenait au papillon géant abyssal. Cette nuit-là, il fouilla l'internet à la recherche de réponses, explorant chaque recoin du web. À sa frustration, il ne trouva rien et aucun enregistrement. S'il voulait comprendre, il devrait le découvrir par lui-même. Se rappelant que Baizhui leur avait offert une paire de crocs, il fouilla dans ses affaires jusqu'à déterrer la deuxième dent. En serrant le deuxième croc, Lin Zichen absorba son pouvoir. Une alerte du système s'afficha. Un autre fragment d'essence vitale consommé. Mais à sa déception, le guide du papillon géant abyssal n'avança que de 2%. Il fronça les sourcils devant le croc, réalisant qu'il ne contenait presque aucune essence. Débloquer le plein potentiel du papillon exigerait quelque chose de bien plus substantiel. L'après-midi suivant, après les cours, il décida d'intégrer le vélo dans sa routine. Cela renforcerait sa condition physique et, plus important encore, offrirait une échappatoire rapide si des bêtes aberrantes apparaissaient. Chaque jour, il raccompagnait Shen Qing chez elle, leur vélo traversant les rues de la ville. Lors d'une de ses balades, l'entraîneur Guo en survêtement a crié son nom. Lin Zichen s'arrêta et se retourna. Il loua la performance record de Lin Zichen au festival sportif, la déclarant inégalée dans l'histoire de l'école. Ses yeux brillaient d'excitation lorsqu'il invita formellement Lin Zichen à rejoindre l'équipe, insistant sur le fait que ses talents athlétiques surpassaient même ses prouesses académiques. Coach Guo parlait avec un tel enthousiasme, ne s'arrêtant à peine pour une réponse ou lui donnant une chance de refuser. Avant de partir, il mentionna que l'équipe d'arts martiaux s'entraînait dans la salle C du gymnase et encouragea Lin Zichen à passer dès qu'il serait prêt. Ce soir-là, Lin Zichen s'assit dans sa chambre, prêt à expérimenter son nouveau trait, la survie du plus apte. Il claqua des mains, écrasant un cafard et un moustique qu'il avait remarqué plus tôt. Mais lorsqu'il ouvrit ses paumes, il n'y eut ni montée de puissance, ni notification du système. Notre garçon fronce les sourcils en déduisant que les nuisibles communs étaient trop faibles, dépourvus de toute essence vitale digne d'être absorbée. Seules les créatures rares ou redoutables possédaient l'énergie nécessaire pour alimenter sa croissance. Pour tester cette hypothèse, il décida de faire un pas plus audacieux. Le lendemain, avec Shen Qinghe derrière lui sur son vélo, il se dirigea vers le supermarché de la ville. À l'intérieur, ils avaient soigneusement emballé de la viande de bête. Lin Zichen ressentit une pointe de frustration. La viande emballée ne suffirait pas, il avait besoin d'un contact direct. Juste à ce moment-là, une voix forte attira son attention. Un boucher faisait la promotion de viande de bête fraîchement coupée. Suivant le son, il repéra le comptoir sous une enseigne frappante. Viande de bête fraîche, non préemballée, sûre à manger. Shen Qinghe avait l'air perplexe lorsque Lin Zichen lui dit d'attendre. Sans expliquer, il fixa son regard sur la table du boucher. Il s'approcha du comptoir, tendit la main et appuya fermement contre un morceau de viande de bête fraîchement coupée. Au moment où sa peau entra en contact, une vague d'énergie violette le traversa. Son corps vibrait de puissance. Comme il l'avait théorisé, la viande de bête contenait un flux puissant d'essence de vie. Il pouvait à peine contenir son excitation. Shen Qinghe le regardait, confuse. Pourquoi toucher de la viande crue le rendait-il si enthousiaste? Curieuse et légèrement inquiète, elle s'approcha et demanda ce que ça faisait. Il dit que ça semblait juste plus frais que d'habitude, puis demanda si elle voulait essayer de le toucher. Elle agita frénétiquement les mains, refusant. Ayant validé sa théorie, Lin Zichen décida d'acheter de la viande pour expérimenter davantage chez lui. Han Han n'en revenait pas quand il achetait beaucoup de viande, car la viande de bête était exorbitante. Même le type le moins cher, le calmar ombre fantôme, coûtait près de 1000 yens par kin. Le protagoniste a pris un paquet malgré tout. Son ami a presque paniqué, le pressant de le reposer et de vérifier d'abord avec sa mère. Mais il a seulement souri, lui tapotant doucement la tête pour la calmer. Il a menti avec aisance, disant que sa mère lui avait déjà dit d'en acheter beaucoup pour leurs deux familles. Un souvenir rapide lui traversa l'esprit, où sa mère acceptait de préparer un grand festin. Ce n'était qu'à moitié vrai. Il avait l'intention de partager, mais son objectif principal était plus pressant. Il devait déterminer si manger de la viande de bête lui permettrait d'absorber directement l'essence de vie. Il soupçonnait que se fier uniquement au toucher pourrait compromettre la qualité de la viande. À la caisse, il a payé près de 3000 yens pour seulement 3 petits paquets de calmar ombre fantôme. Le caissier le remercia et il supporta le coût élevé avec une expression posée. En partant, Lin Zichen ne pouvait s'empêcher de penser au prix de la viande. Lorsqu'ils eurent fini leur course, il était plus de 9 heures du soir. Pendant le trajet de retour, les pensées de Lin Zichen étaient fixées sur son expérience. Incapable de résister, il posa subtilement sa main sur l'un des paquets de calmar dans le panier. Une pulsation familière d'énergie violette le traversa. Son système confirma qu'une trace d'essence vitale de calmar ombre fantôme avait été absorbée. Au moment où Lin Zichen consomma l'essence du calmar ombre fantôme, un nouveau guide s'est débloqué dans son système, mais la barre de progression n'a progressé que de 0,1%. Alors que Lin Zichen parcourt les rues tranquilles à vélo, il calcule ses progrès dans l'absorption de l'essence de calmar fantôme. La petite quantité qu'il a consommée a à peine fait bouger la barre, et il estime qu'il lui faudra environ 100 djinns pour atteindre la maîtrise complète. Pourtant, la capacité unique du calmar à se dissoudre dans l'eau et à disparaître en vaut la peine. Il considère le défi financier d'obtenir autant de viande, car demander à sa famille est hors de question. En testant une autre idée, il vérifie si absorber l'essence vitale gâte la nourriture. À son soulagement, le calmar reste frais et comestible même après l'extraction, lui offrant à la fois nourriture et pouvoir.
Au moment où il continue à rouler, son progrès a atteint 3%. Son attention se brise lorsque la voix urgente de Shen Xinghe le fait freiner brusquement, évitant de justesse de heurter un couple. Elle pointe ensuite devant où la véritable crise se déroule, un homme corpulent tenant un couteau à la gorge d'une femme. Lin est choqué parce que c'est leur professeur, Cao Mei. L'homme hurle des menaces à la foule environnante. Le capitaine de police retient un de ses hommes, l'agent A Bing, lui conseillant de ne pas tirer imprudemment. Le suspect utilise le professeur comme bouclier, ne laissant aucun tir clair. A Bing propose du gaz soporifique, mais le capitaine secoue la tête car c'est trop risqué. Le gaz n'agirait pas assez vite et le suspect pourrait paniquer et frapper avant cela. Soudain, un caillou frappe la main du preneur d'otage. Il hurle de douleur, lâchant à la fois le couteau et son emprise sur l'enseignante. Le capitaine voit une opportunité et les officiers se précipitent, plaquant le suspect au sol. Les menottes se referment tandis qu'une policière se précipite vers l'enseignante, stabilisant doucement sa forme tremblante. Avec la situation sous contrôle, Lin Zicheng remonte tranquillement sur son vélo. Shen Xinghe le fixe avec des yeux grands et interrogateurs et murmure s'il est celui qui a lancé le caillou. Il la fait taire rapidement, lui demandant de garder ça pour plus tard alors qu'il s'éloigne à vélo. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, une voix ferme perce le bruit, les arrêtant. Le capitaine de police appelle, demandant si le protagoniste avait été celui qui a lancé la pierre. Il panique et, avec un sourire nerveux, il le nie rapidement. Le capitaine regarde les deux s'éloigner à vélo, fronçant les sourcils. C'était étrange. Pourquoi quelqu'un refuserait-il d'admettre un acte héroïque? Secouant la tête, il murmure à voix haute qu'il y a même une récompense pour bravoure. Ce mot frappe Lin Zicheng comme la foudre. Il s'arrête brusquement, se retourne et se précipite vers le capitaine. Il retire son déni et admet que c'était lui. Avec un visage impassible, il explique que l'argent de la récompense est très important pour lui. Le capitaine lui dit de venir plus tard au poste pour déposer un rapport. Il promet de s'assurer personnellement que Lin Zicheng reçoive la récompense qu'il mérite. Soulagés, ils informent leur famille et se préparent à se rendre au poste de police. Ils supposent que tout sera simple à partir de là, mais ensuite tout tourne horriblement mal. Alors que la police emmène le suspect menotté, son corps se met soudainement à convulser. Son visage se tord de manière grotesque, os et chair se déformant tandis que les officiers horrifiés réalisent la vérité. Le gars est un hérétique. Juste devant leurs yeux, sa forme se transforme en un rat géant monstrueux et aberrant. Avec un rugissement tonitruant, il brise les menottes et attaque. Le capitaine ordonne d'ouvrir le feu sur le rat aberrant, ordonnant à ses hommes de protéger les civils à tout prix. Des coups de feu éclatent dans un vacarme assourdissant, mais les balles rebondissent inutilement sur l'épaisse peau de la bête. Un rapport frénétique crépite. L'hérétique a fusionné avec les gènes du roi des rats et des renforts sont demandés immédiatement. Voyant le chaos, Lin Zicheng attrape la main de Shen Xinghe, s'excusant en l'entraînant pour courir. Il est soulagé lorsqu'il remarque que le mutant ne les poursuit pas, mais il sait qu'ils doivent s'éloigner du champ de bataille le plus vite possible. Soudain, une traînée de lumière enveloppée d'une aura violette plonge d'en haut. Une cyborg féminine descend en armure futuriste, assénant un coup dévastateur au rat géant. L'impact fait vaciller la bête en arrière, la poussière et les débris se dispersant avec force. Planant sans effort dans les airs, la cyborg lève la tête. Un canon laser brillant commence à se charger, la lumière violette devenant de plus en plus intense. Sa voix est aiguë et autoritaire lorsqu'elle donne l'ordre de tirer. Le canon libère un faisceau massif d'énergie pure, engloutissant entièrement le rat mutant. Avec un dernier rugissement, il se désintègre complètement, ne laissant derrière lui que des cendres brûlées. Lin Zicheng reste figé, ayant été témoin d'une puissance qu'il pouvait à peine imaginer. Avec la désintégration du rat géant, le danger passe enfin. L'enseignante Cao Mei et Shen Xinghe expirent de longs souffles tremblants de soulagement. Le protagoniste, cependant, a une préoccupation très différente. Ses yeux se tournent vers son vélo et il soupire de soulagement en le voyant intact. Si l'explosion l'avait détruit, cela aurait été une perte financière dévastatrice. Mais alors que la tension commence à s'apaiser, une autre réalisation le frappe. Son regard se tourne vers le panier. Les paquets de viande de calmar ombre fantôme ont commencé à pourrir, lui serrant le cœur. Sa théorie avait été correcte depuis le début. Absorber l'essence vitale fait effectivement pourrir la viande de bête, cela ne se produit simplement pas immédiatement. Il soulève la tentacule, sachant qu'il a besoin d'une explication. Sans hésiter, il fait une performance dramatique, jetant la viande avariée au sol et blâmant bruyamment l'hérétique et l'explosion du cyborg pour l'avoir ruiné. Le professeur Cao Mei le réconforte doucement, lui rappelant que ce qui compte vraiment, c'est que tout le monde s'en soit sorti vivant. À la demande du capitaine de police, ils se préparent à rentrer chez eux, mais sont plutôt escortés au poste avec l'équipe de sécurité. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était de monter dans la même camionnette que les restes de l'hérétique. Sur le brancard repose ce qu'il en reste, un tas de chair brûlée, noircie et puante. Notre MC est assis en silence et une possibilité audacieuse lui traverse l'esprit. Si les crocs détenaient du pouvoir, alors ce cadavre, même dans son état ruiné, pourrait-il encore contenir de l'essence vitale? Et si c'était le cas, pourrait-il le dévorer? Pourrait-il s'approprier le gène du roi rat? Xiao Chen examina les restes de l'hérétique déchu, absorbant discrètement un fragment de l'essence du rat mutant géant à travers son système. Il réalisa rapidement que plus le cadavre était frais, plus l'essence était forte. Bien qu'il ait essayé d'agir naturellement, Abing remarqua son mouvement, et le capitaine de la sécurité devint méfiant, le surveillant de près. Plus tard, Xiao Chen fut convoqué au bureau de la sécurité publique.
Alors que le capitaine avait déjà déposé une demande pour sa récompense de bravoure, sa véritable préoccupation était de savoir comment Xiao Chen, juste un étudiant, avait réussi à lancer une pierre avec une telle précision pour désarmer l'hérétique. Xiao Chen affirmait qu'il s'entraînait souvent avec sa main droite, mais le capitaine restait sceptique, même s'il n'insistait pas davantage. Pendant la réunion, Han Han entra avec les parents inquiets de Xiao Chen. Sa mère se précipita vers lui, soulagée qu'il soit sain et sauf, et insista pour que si le danger revenait, il devait se cacher plutôt que de se battre. Xiao Chen a promis, bien qu'il sache au fond de lui que cela pourrait ne pas être possible. Avant de partir, il a entendu la sécurité publique discuter du culte du dieu Ra. Ils ont révélé l'audace croissante du groupe, infiltrant les universités et s'attaquant aux étudiants interdits de fusion génétique légale. De manière choquante, l'hérétique tué cette nuit-là avait autrefois été un étudiant en arts libéraux, corrompu et recruté par le culte. Et ils ont convenu que le culte devait être éradiqué, mais éliminer les adeptes individuels ne suffirait pas. La véritable menace provenait du roi Ra lui-même. Tant que cette entité ne serait pas détruite, le danger persisterait. Le nom s'est ancré dans l'esprit de Xiao Chen. Sur le chemin du retour, il a cherché des informations. Les rapports indiquaient que le culte du dieu Ra était le plus actif à Shanghai, ses membres étant en grande partie des parias de la société. Leur activité avait récemment augmenté, avec des soupçons que le roi Ra montrait une vaste collection de ressources évolutives. Si le roi Ra cherchait à évoluer davantage, amasser de telles ressources avait du sens. Mais s'il possédait conscience et ambition, la menace était bien plus grave. Un roi Ra intelligent pourrait déclencher une catastrophe au-delà du chaos du culte. Regardant par la fenêtre, il aperçut un rat massif acculant un chat dans la rue. Pendant un instant, il se demanda si c'était lié au roi rat, mais il se rappela que les rats surdimensionnés étaient courants dans le sud. Peut-être que ce n'était rien. En face de lui, Han Han était inhabituellement silencieuse, ce qu'il remarqua. Depuis l'enfance, ses émotions avaient toujours été évidentes. La peur ou la nervosité se manifestaient instantanément, mais maintenant elle était illisible. Lorsqu'il rentra chez lui, sa mère remarqua immédiatement la viande manquante, son visage rempli de choc. Xiao Chen expliqua rapidement que dans le chaos, il l'avait laissé tomber, trop préoccupé par sa survie pour se soucier de la nourriture. Elle accepta son histoire, soulagée seulement qu'il soit sain et sauf. Il soupira intérieurement de voir à quel point elle le croyait facilement. Son père, cependant, réagit différemment. Sans hésiter, il se prépara à chercher la viande perdue. Notre garçon l'a calmement convaincu que ce serait gâté et inutile maintenant. Après un bref silence, son père a cédé et est resté. Pendant ce temps, le capitaine de la sécurité ne pouvait pas se débarrasser de son malaise à propos de Lin Zichen. L'idée qu'un collégien puisse lancer une pierre avec une telle précision mortelle le troublait. Soudain, un rat apparut. Pas un rat ordinaire, mais d'une taille énorme. Instinctivement, le capitaine saisit son arme, visa et tira, la balle filant vers la créature. Le lendemain matin, Lin Zichen était assis en classe, pensant encore à la bataille féroce qu'il avait livrée la veille au soir. Faire face à l'hérétique et à la cyborg lui avait montré combien de chemin il lui restait à parcourir. Pour survivre et devenir plus fort, il avait besoin de ressources rapidement, surtout de la viande de bête comme le calmar ombre fantôme, qui faisait progresser son livre-guide. Il envisagea brièvement des moyens plus sûrs de gagner de l'argent, comme devenir influenceur en ligne ou vendre des guides d'études, mais les rejeta comme trop risqués et attirant trop l'attention. Au lieu de cela, il réalisa que le meilleur chemin était à travers les arts martiaux et la fusion génétique, les domaines les plus prisés dans ce monde. Cet après-midi-là, l'un se rendit au bâtiment C, où l'équipe d'arts martiaux s'entraînait. À l'intérieur, il trouva l'entraîneur Guo en train de boire du thé. Après l'avoir salué respectueusement, Lin demanda si rejoindre l'équipe impliquerait des tournois à l'échelle de la ville et si ces compétitions offraient des prix substantiels. Le visage de l'entraîneur Guo s'illumina. Il confirma que rejoindre l'équipe offrirait effectivement cette opportunité, avec des prix en argent atteignant des dizaines de milliers. C'était toute la confirmation dont Lin avait besoin. Avec une poignée de main ferme, il déclara sa décision immédiate de rejoindre l'équipe d'arts martiaux. Ravi, l'entraîneur Guo rassembla l'équipe pour présenter leurs nouveaux membres, Lin Zichen, en notant fièrement qu'il avait été le champion de la rencontre sportive de l'école. Les membres de l'équipe s'avancèrent pour le saluer un par un, Jiang Kai, Huang Tianxing, connu sous le nom Da Qing, Li Shutong et Han Yishuo. Lin répondit à leur présentation par un hochement de tête poli. Comme Lin n'avait pas de formation formelle préalable, l'entraîneur Guo a commencé par les bases, en démontrant des techniques de poing et de jambes simples. Il a expliqué que bien qu'elles paraissent simples, les maîtriser nécessitait patience et discipline. Même leur apprenant le plus rapide, Li Shutong, avait mis une semaine entière pour les exécuter correctement. Se tournant vers Lin, l'entraîneur l'a encouragé à essayer. Lin s'est positionné avec confiance. Sa racine céleste de sagesse s'est activée, lui conférant une clarté presque surnaturelle. En observant simplement, il avait déjà intégré chaque nuance des mouvements. Alors qu'il commençait à exécuter les techniques de poing, une notification du système retentit dans son esprit. Des points en vitalité, force, dextérité et compétence avaient été gagnés. L'entraîneur et toute l'équipe restaient immobiles, regardant l'un. Ils s'attendaient à des tentatives maladroites de novices, mais ont plutôt assisté à une exécution impeccable, presque professionnelle. Notre garçon bougeait comme s'il s'entraînait depuis des années. La mâchoire de l'entraîneur Guo était presque tombée. Sa prise sur le thermos s'est relâchée alors qu'il regardait la performance impeccable de notre protagoniste.
Une pensée obsédait l'esprit de l'entraîneur. Le MC n'était pas un étudiant ordinaire. C'était un prodige des arts martiaux, du genre qui apparaît une fois sur 1 million. Ce soir-là, chez lui à Shanghai, la mère de Lin l'appelle à table pour le dîner. Excitée, Lin attrapa une cuillère et se précipita, demandant ce qu'elle avait préparé. Avec fierté, elle posa un plat fumant de calmar ombre fantôme sur la table. Exactement la viande dont il avait envie. Lin inspira profondément, complimentant l'odeur incroyable. Elle l'encouragea à manger avant que cela ne refroidisse. Prenant sa première bouchée, il proclama « Sa cuisine est la meilleure du monde ». Rayonnante de joie, sa mère l'encouragea à manger de bon cœur. Alors qu'il savourait le repas, une notification système apparut dans sa vision. Il avait absorbé une trace de l'essence vitale du calmar ombre fantôme, faisant progresser son guide. Alors qu'il mangeait, la télévision en arrière-plan diffusait un reportage. Une fille de 14 ans, célébrée comme la plus jeune cyborg de l'histoire, venait d'être dévoilée. Après avoir intégré un noyau d'énergie, elle avait acquis des capacités surhumaines, soulevant un SUV d'une main, sprintant 100 mètres en 3 secondes et sautant 8 mètres verticalement. En regardant le reportage, Lin réfléchissait au débat en cours dans son monde entre la fusion génétique du prodige de Kyoto et les améliorations cybernétiques de cette fille. Quel chemin promettait plus de pouvoir? Ses pensées furent interrompues par une alerte de dernière minute. Le présentateur rapporta que le capitaine Chun-Chan, l'officier qu'ils avaient rencontré précédemment, avait été retrouvé mort dans son bureau. Les images de surveillance révélaient une vérité glaçante. Un rat mutant gigantesque avait infiltré la station, l'attaquant brutalement et le dévorant. L'estomac de l'un se noua en se remémorant l'énorme rat qu'il avait aperçu la nuit précédente. La pensée de tel monstre errant dans la ville lui fit froid dans le dos. La mort du capitaine était un avertissement des dangers qui se profilaient. Lin a juré de s'entraîner plus dur que jamais. Sa vitesse a monté en flèche. Bientôt, il courait 100 mètres en seulement 4 secondes. Sa force augmentait de façon exponentielle, son saut vertical atteignant 5 mètres, et sa force de préhension lui permettant de soulever 1200 kg d'une seule main. En équilibrant un entraînement solitaire exténuant avec une pratique disciplinée aux côtés de l'équipe d'arts martiaux de l'école, Lin consacra toute son énergie à perfectionner ses capacités. Le lendemain matin, Lin se dirigea vers le gymnase pour s'entraîner, avec le curieux Chingan sur ses talons. En chemin, une fille aux cheveux roses s'approcha avec un sourire chaleureux, lui offrant une bouteille de lait frais, bien frais. Notre gars la remercia poliment mais refusa, continuant avec Shen Chingan à ses côtés. De loin, Zhang Kai observait. Le garçon qu'il avait battu lors de la rencontre sportive venait de décliner un geste de la fille que Zhang Kai admirait. Plus tard, Zhang Kai a confronté Lin avec véhémence, l'accusant d'être impoli et d'avoir blessé les sentiments de la fille. Notre gars a répondu calmement, expliquant qu'il était allergique au lait. Zhang Kai l'a défié à un match d'entraînement. S'il perdait, il laisserait Lin tranquille pour toujours. Mais si Lin perdait, il devrait boire toute la bouteille de lait. Alors que le défi était lancé, une notification du système apparut devant les yeux de Lin. Une nouvelle mission de réussite avait été débloquée. Vaincre 1000 adversaires différents en compétition officielle pour éveiller le trait biologique de la survie du plus apte. La nouvelle du duel s'est répandue comme une traînée de poudre. Lorsque les deux sont arrivés au gymnase, il était déjà bondé, les étudiants formant un large cercle autour de la zone de combat. La plupart de la foule était fermement du côté de l'un, surtout les filles qui l'admiraient. Shankai regarda autour de lui, fronçant les sourcils face au favoritisme évident de la foule. Même ainsi, il voyait ce duel comme sa dernière chance de prouver sa valeur, pour retrouver sa fierté. Pendant ce temps, Lin restait détendu. Il mentionna qu'il devait rentrer chez lui pour le dîner et demanda s'il pouvait finir rapidement. Shankai prit cela comme une moquerie, promettant d'accorder à Lin son combat rapide. L'entraîneur Guo s'interposa entre eux, agissant comme arbitre. Il leva la main, rappelant à tous les deux les règles avant de signaler le début. Mais juste au moment où le match allait commencer, Zhang Kai cria soudainement pour qu'il s'arrête. Il a souligné qu'il s'était entraîné pendant près de 2 ans. Pour que les choses soient équitables, il a annoncé qu'il permettrait à l'un de faire les 3 premiers mouvements. À l'instant où les mots ont quitté sa bouche, il s'est lancé en mouvement. Dans le même battement de cœur, Lin a déclenché un seul coup de poing dévastateur. Le coup a atterri proprement. Du sang a jailli du nez de Zhang Kai alors que son corps devenait mou. Il s'effondra inconscient sur le sol d'un seul coup. L'entraîneur Guo resta figé, puis il cria d'incrédulité. Le combat s'est terminé en un seul coup de poing. Un duel qui devait être un concours s'est terminé en une seule seconde. Le silence a été brisé lorsque des acclamations ont éclaté. Shen Chingan a levé le poing dans l'air, extatique, sa voix s'élevant au-dessus du bruit. Les filles, y compris celles aux cheveux roses, se sont jointes, criant à quel point Lin était incroyable. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, la vision de Lin Zishan vacilla avec une notification du système. Il avait gagné des droits de reproduction prioritaires. Au même moment, la progression de sa nouvelle mission augmenta. 1 sur 1000. Il leur proposa de s'entraîner avec lui aussi. Leurs visages pâlirent instantanément. Avant que quiconque ne puisse s'éclipser, Zhang Kai gémit et se força à se mettre à genoux. Il refusa d'accepter la défaite, jurant qu'il y aurait une revanche où il l'écraserait. L'entraîneur Guo l'interrompit fermement. Il dit à Zhang Kai d'accepter la défaite comme un homme. Puis, encore dubitatif, l'entraîneur se demanda à voix haute si le coup dévastateur de Lin n'était qu'une question de chance. Pour tester la théorie, il se tourna vers un autre élève, un garçon aux cheveux en épi figés de terreur. 10 minutes plus tard, la scène à l'intérieur du gymnase était indéniable. Plusieurs membres de l'équipe d'arts martiaux gisaient inconscients sur le sol. Lin Zishan se tenait calmement au-dessus d'eux. Pourtant, lorsqu'il ouvrit son système, son expression changea. Son compteur de rivaux restait obstinément à 1 sur 1000. Alors qu'il y réfléchissait, une main lourde lui tapa sur l'épaule.
L'entraîneur Guo, rayonnant d'une excitation folle, le loua bruyamment. Pour l'entraîneur, Lin n'était pas seulement talentueux, il était un génie d'une génération. En un peu plus d'un mois, il avait surpassé tout le monde, devenant l'as de l'équipe. Avec Li en tête, l'entraîneur Guo déclara que leur école écraserait toute la concurrence et décrocherait la première place au tournoi régional d'arts martiaux. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, il fut interpellé par Zhang Kai, se relevant péniblement. Encore secoué, il pointa l'un et proclama bruyamment sa reddition. Avant que Zhang Kai ne puisse terminer son discours décousu, l'entraîneur et les autres étudiants se retirèrent précipitamment. Ne voulant pas rester à la traîne, Shen Qinggan prit sa décision. Elle rejoignit la filière des arts martiaux et commença à s'entraîner aux côtés de sa meilleure amie. À la fin de chaque séance, Lin lui faisait un massage pour soulager la tension de ses muscles. Un mois passa dans un entraînement acharné. Enfin, le tournoi régional d'arts martiaux était là, et Lin Zishan était prêt. Ville. Dans le gymnase de la ville, l'entraîneur Guo déplore la malchance du lycée de Shanghai d'avoir tiré le groupe le plus fort dès le début. Les coéquipiers se plaignent qu'ils sont condamnés, bien que l'un d'eux mentionne que cette année ils ont Lin Zichen, un garçon qui peut courir 100 mètres en moins de 9 secondes. Zichen se porte volontaire pour passer en premier, et Guo accepte, l'encourageant avec confiance. Sur scène, son adversaire, un garçon grand et musclé, se moque de lui pour être un petit élève de première année qui n'a pas sa place dans le tournoi d'arts martiaux des 8 écoles, se vantant que la taille et la puissance l'emporteront. Lorsque le duel commence, le garçon charge avec des pas lourds et lance un coup de poing, mais Zichen se glisse de côté avec une vitesse fulgurante et frappe proprement ses côtes. L'adversaire s'effondre en arrière à travers la scène, instantanément vaincu. L'annonceur déclare Zichen vainqueur, tandis que Shen Qingge applaudit bruyamment depuis les gradins. De l'autre côté de l'arène, l'entraîneur adverse gronde ses combattants pour avoir ignoré ses instructions de se concentrer sur le jeu de jambes et exige une discipline plus stricte. Pendant ce temps, une notification apparaît devant Lin Zichen, confirmant sa victoire et son classement amélioré dans le tournoi. Il réalise que chaque victoire à enjeux élevés accélère sa croissance. L'entraîneur envoie rapidement Chen Feng pour s'occuper de lui. Feng entre, mais dès que le duel commence, son coup de pied balayé est facilement esquivé. Zichen riposte avec un coup à la hanche de Feng, l'envoyant s'écraser violemment à travers la scène. Les secouristes se précipitent pour emporter Feng sur une civière. La foule devient folle car certains pensent que Zichen a juste eu de la chance, tandis que d'autres réfléchissent à sa force cachée. L'entraîneur adverse admet en lui-même que la chance n'a rien à voir avec cela. Zichen est vraiment talentueux, et il ne perd pas de temps à appeler son prochain combattant, Gao Fei. Gao Fei entre sur scène avec confiance. Il évalue la silhouette mince de Lin Zichen, supposant que son adversaire est rapide mais faible, et utilise des astuces bon marché. Se souvenant de son propre pedigree, courir le 100 mètres en moins de 9 secondes et être le fils d'un utilisateur de fusion génétique, Gao est certain que ses statistiques supérieures lui assureront la victoire. Alors que le duel commence, il lance son poing brisant les rochers de l'eau courante avec une série d'attaques. Zichen esquive avec aisance. Depuis la touche, l'entraîneur de Gao lui crie de se défendre, mais Gao, arrogant, n'écoute même pas le conseil, se vantant qu'il n'a pas besoin de défense. Pendant ce temps, Zichen pense silencieusement à l'étudier plus tard, tout en se battant sans effort. Gao devient de plus en plus frustré car aucun de ses coups ne touche. Il exige de savoir comment Zichen peut esquiver si facilement. Notre garçon ne fait que sourire et le nargue de faire mieux. Finalement, lorsque Gao se surestime, Zichen saisit l'instant. Il lui assène un coup de pied balayant dans le ventre, envoyant Gao voler en arrière et s'écraser violemment au sol. Après avoir vaincu Gao Fei, Shen Qingge applaudit tandis que les coéquipiers de Zichen célèbrent. Au cours des jours suivants, il domine d'autres combats, écrasant finalement Shen Gaino. Un lycée et 2 autres écoles pour sécuriser le championnat de Shanghai High dans le tournoi des 8 écoles. L'entraîneur Guo soulève fièrement le trophée étincelant, tandis que Zichen reçoit des notifications confirmant sa progression. Plus tard, il se régale de ses plats préférés, provoquant même le rire d'une serveuse qui lui dit de ralentir. À la fin de sa 2e année, il passe du 3e niveau ordinaire au 4e niveau, devenant si fort qu'il peut facilement soulever de lourdes charges d'une seule main et courir 100 mètres en seulement 4 secondes. À la remise des diplômes, Zichen marche aux côtés de Shen Qingge. Elle est triste à cause de ses résultats d'entrée, sachant qu'elle ne peut pas le rejoindre dans la classe élite de Shanghai High parce que ses scores en arts martiaux sont trop bas. Zichen s'est classé premier à la fois en académique et en arts martiaux. Il lui rappelle discrètement que le principal de Shanghai High va bientôt visiter sa maison et lui demande si elle viendra avec lui. Qingge est triste, insistant sur le fait que le principal veut seulement le persuader de rester dans la classe martiale et que cela n'a rien à voir avec elle. Mais Zichen déclare fermement que sa seule condition pour rester est simple. Shen Qingge doit être sa camarade de bureau. Comme promis, la directrice de Shanghai High arrive chez Lin Zichen. Elle s'assoit avec sa mère et Han Han, les trois discutant de son avenir pendant des heures. La réunion se termine, mais avant de partir, elle se retourne avec une dernière offre. Si Lin Zichen accepte de rester, elle exaucera n'importe laquelle de ses demandes. Saisissant l'occasion, il précise sa seule condition. Hanan doit rester dans la même classe que lui. La principale accepte et leur demande de se présenter ensemble à Shanghai High pour la nouvelle année scolaire.
Ravi, Lin Zichen et Han Han s'inclinent en remerciement. Avant de passer à autre chose, Lin Zichen participe à son dernier tournoi de Kung Fu de collège. Sa domination mène l'équipe directement à un autre championnat. Cette fois, il sait exactement quoi faire avec l'argent du prix. Son codex du calmar fantôme est à seulement 20% de l'achèvement, et les gains sont juste suffisants pour le pousser à la limite. Cherchant la sécurité, il se dirige profondément dans une forêt isolée à l'extérieur de Shanghai et consomme l'essence finale de la viande de calmar. Son système retentit, confirmant qu'il absorbe la force vitale. La barre du codex se remplit et se verrouille enfin à 100%. Une nouvelle notification apparaît, lui indiquant qu'il a gagné un attribut biologique, bénédiction d'affinité liquide. La capacité lui accorde une connexion accrue avec l'eau, mais à mesure que l'énergie s'estompe, il reste silencieux. Malgré tous les efforts, le résultat semble décevant. Il décide de le tester quand même. Près d'un étang, il glisse dans l'eau. À sa surprise, il y a quelques effets. Sa peau ne se ride jamais, peu importe combien de temps il reste immergé. Et nager semble presque sans effort avec la résistance réduite de l'eau. Il réalise que le calmar ombre fantôme n'était qu'une bête de bas niveau. S'il veut des attributs plus forts, il doit soit économiser de l'argent pour de la viande de bête de grade supérieur, soit devenir assez puissant pour chasser lui-même des bêtes mutantes sauvages dangereuses. Plus tard, sa mère et la famille de Han Han décident d'un court voyage, en partie pour l'aider à tester sa nouvelle affinité liquide. Lin suggère qu'il se dirige vers la plage. Debout dans les vagues, Han Han frissonne, mais Lin Zicheng se sent parfaitement à l'aise. En nageant, son système le récompense avec des points de statistiques pour la natation et la plongée. Depuis le rivage, Han Han l'appelle nerveusement, lui demandant de lui apprendre à nager. Il lui fait signe de s'approcher et commence à la guider pas à pas. Avec ses capacités athlétiques moyennes, il suppose qu'elle aura du mal, mais elle s'adapte instantanément et plonge seule comme si elle avait toujours su le faire. Soudain, une faible aura bleue semble scintiller autour d'elle dans l'eau. Han Han s'exclame que la sensation est incroyable. Ces mots laissent Lin Zicheng pensif. Peu importe le talent, personne ne devrait maîtriser la natation et la plongée aussi rapidement. Il se souvient de ses difficultés d'enfance avec l'énurésie nocturne chaque fois qu'elle était nerveuse. Cette faiblesse aurait-elle été un signe depuis le début, une affinité innée avec l'eau cachée dans son corps? Déterminé à tester sa théorie, il continue de plonger. Les résultats l'étonnent encore plus. Elle parvient à retenir son souffle sous l'eau pendant plus de 10 minutes. Mais avant qu'il ne puisse pleinement comprendre, l'expression de Han Han change. Une étrange vibration résonne à travers l'eau. Elle crie alors que l'eau bleue lumineuse tourbillonne autour d'elle. Cette nuit-là, il marche tranquillement le long de la plage, éclairé par la lune. Lin Zicheng demande finalement à Han Han ce qui s'est exactement passé sous l'eau. Frissonnant à ce souvenir, elle explique que tout le temps, elle entendait des sons étranges et inquiétants murmurer à son oreille. Elle dit que c'était une voix féminine parlant dans une langue inconnue. Voyant qu'elle est si effrayée, Lin Zicheng essaie de la réconforter. Plus tard, après qu'elle s'endort, il cherche en ligne quelque chose qui ressemble à une voix féminine mystérieuse sous la mer. Incapable de se débarrasser de son malaise, il canalise son énergie agitée dans l'entraînement. Il commence une série de redressements assis avec poids, l'un après l'autre jusqu'à en faire 1000. Une notification du système apparaît. Son travail acharné a porté ses fruits et il est passé au niveau ordinaire 5. Au niveau 5, il réalise qu'il a maintenant le pouvoir de rivaliser avec un rat mutant géant adulte. Désireux de tester ses limites, il retourne sur la plage déserte sous les étoiles. Testant sa force, il saisit une voiture garée à proximité et, d'une main, soulève le véhicule. Bientôt, les vacances prennent fin et bientôt, lui et Han Han commencent officiellement le lycée à Shanghai High. Dès le premier jour, 2 nouvelles camarades de classe le reconnaissent immédiatement, pensant à quel point elles ont de la chance d'être assignées à ses côtés. Mais ce qui le choque encore plus, c'est ce qui se passe ensuite. Simplement accomplir une tâche de classe déclenche une toute nouvelle quête du système. La condition est de réaliser 1000 tâches coopératives pour débloquer un nouvel attribut biologique, animal social. Après l'école, alors que la nouvelle année vient de commencer, il fait un tour au supermarché géant. En errant dans la section des viandes de bêtes réfrigérées, il s'arrête soudainement. Ses yeux se fixent sur un paquet à l'intérieur de la vitrine réfrigérée contenant la tête coupée d'un aigle géant sauvage. Il est sûr que ce sera son prochain codex. L'aigle géant sauvage se classe au-dessus du calmar ombre fantôme en tant que bête aberrante de niveau supérieur. De retour dans sa chambre, Lin Zicheng étudie attentivement la viande d'aigle. Ce qui la rend encore plus attrayante, c'est son coût, seulement 1900 yens par jean, étonnamment abordable comparé à d'autres bêtes. Il presse sa main contre la viande, et son système confirme le résultat. Il a absorbé une trace de l'essence vitale de l'aigle. Pour compléter entièrement le codex, il devrait dépenser plus de 200 000 yuans. S'il veut débloquer le codex de l'aigle géant sauvage avant sa 2e année, il doit gagner le prix en argent. Le premier jour, les professeurs se présentent en fields. Une fois les présentations terminées, les élèves commencent à parler d'eux-mêmes. D'abord, Shuchiki se vante de sa force dans les arts. Ensuite, une fille vive nommée Jiang parle avec enthousiasme de son amour pour l'anime, le cosplay et le sport. Peng Hua Guang, un garçon, mentionne en passant qu'il aime jouer aux jeux vidéo à la maison. Quand c'est au tour de Han Han, tous les regards se tournent vers elle, ce qui la rend nerveuse. Enfin, Lin Zicheng fait une brève introduction, se contentant de dire son nom et de demander le soutien de ses camarades de classe.
Après le cours, une nouvelle élève aux cheveux bruns s'approche de Han Han. La soudaineté de la rencontre surprend Han Han, mais la fille va rapidement droit au but en lui demandant son score à l'examen d'entrée. Han Han admet nerveusement que son score à l'examen d'entrée était de 709, puis demande poliment à la nouvelle fille, Chu Shui, quel était le sien. Chu Shui semble impressionné et s'exclame que le score de Han est de plus de 10 points supérieur à son propre 698. Curieuse, Chu Shui change rapidement de sujet pour parler du test de conditions physiques. Han bégaye, essayant d'esquiver, car son score était bas et elle avait à peine réussi à entrer dans la classe d'élite. Dire cela à voix haute est humiliant, mais Chu Shui ne remarque pas son malaise. Han baisse les yeux, mais elle continue de lancer des suppositions dans les 90, chacune augmentant l'embarras de Han. Soudain, une main frappe le bureau entre elles. C'était Lan. Calmement, il se penche et demande à Han si elle veut l'ajouter sur WeChat. L'attention soudaine d'un beau garçon la laisse stupéfaite. Elle hoche la tête avec empressement. De son siège, Han expire de soulagement. Le moment gênant a été brisé et elle remercie silencieusement Lin Zicheng d'être intervenue. Sans perdre de temps, Lin se tourne vers un autre camarade de classe et demande nonchalamment d'échanger leurs coordonnées également. Une fois connecté, il crée un petit groupe de discussion de 4 personnes. Son système le notifie instantanément qu'il a accompli une tâche. Sa progression vers l'accomplissement de l'animal social augmente. Le groupe commence à discuter. Lin Zicheng explique qu'il vient de la ville de Naiyuan, où sa famille dirige un dojo d'arts martiaux respecté. Chu Shui intervient ensuite, révélant que sa famille possède une chaîne de magasins de vêtements, ce qui lui donne un milieu aisé. Shen et Lin partagent chacun leurs propres histoires, et bientôt, les 4 se sentent comme de véritables amis. Alors que la classe s'échauffe, Ayu demande en plaisantant qui, selon eux, est l'élève le plus fort. Shu Chiki pointe rapidement Lin Zicheng, citant son classement en tête à l'examen d'entrée du district. Ayu est impressionné, mais Lin rappelle calmement à tout le monde qu'exceller sur le papier ne fait pas nécessairement de quelqu'un le plus fort, puis révèle un fait surprenant. Lin explique que le principal a personnellement recruté 2 étudiants exceptionnels de la ville de Nuan. Le premier, Wang, est un garçon blond classé 3e de la ville et incroyablement rapide, capable de courir 100 mètres en seulement 7 secondes. Le second, Lu Gang, est une figure imposante et immensément forte qui peut soulever une barre de 300 kg sans effort. Mais Lin reste impassible car il sait qu'il a déjà surpassé cela. Lorsque la cloche sonne pour la distribution des manuels, les étudiants apprennent que le programme de ce semestre se concentre sur les arts martiaux, la fusion génétique, la modification mécanique et la survie en milieu sauvage. Ayant déjà maîtrisé tout cela par lui-même, Lin décide de ne pas perdre de temps avec les leçons et préfère s'éclipser pour s'entraîner en privé. Alors que Lin Zicheng s'entraîne, ses pensées se tournent vers les dangers en dehors de l'école, en particulier le culte du dieu Rai. Bien que les autorités aient capturé certains membres de bas niveau, le roi Rai reste libre. Déterminé à l'affronter, Lin décide d'atteindre la force de niveau 6 le plus rapidement possible. La première leçon pratique est la survie en milieu sauvage. Le professeur Shi Shengbei défie les étudiants d'allumer un feu en perçant du bois. Heyu se moque, mais Wang et Lu Gang relèvent le défi et réussissent, impressionnant tout le monde. Lu Gang l'a appris au camp d'été et Wang affirme l'avoir appris en regardant des vidéos. Lin enseigne discrètement la technique à son groupe, les guidant jusqu'à ce qu'ils réussissent facilement. Ensuite, c'est le cours d'arts martiaux. L'instructeur Yao Yunfang présente une technique spéciale de respiration et de cultivation, mais Wang et Lu Gang prétendent l'avoir déjà apprise et en démontrent des versions maladroites mais fonctionnelles. Lin la maîtrise déjà parfaitement, mais choisit de garder ses compétences cachées. Un mois passe sans incident jusqu'au cours de modification mécanique. Le professeur annonce un test pratique avec des prix en espèces. Lin calcule que la première place permet presque d'acheter une demi-jean de viande d'aigle géant sauvage, motivant tout le monde à travailler dur. En même temps, le professeur de fusion génétique les surprend avec un autre test ayant la même structure de prix. Après les examens épuisants, la classe est exténuée. Ryu gémit à son bureau et plusieurs camarades se plaignent, craignant d'avoir à peine réussi. Wang et Lu Gang se vantent avec confiance de leur score élevé attendu, irritant Ryu, qui serre les poings face à leur arrogance. Le professeur annonce les résultats du test d'augmentation mécanique. Gu Yanling obtient 52 et Han Han réussit tout juste avec 61, ce qui la rend folle de joie. Heyu obtient 88 et se classe 3e, promettant humblement de traiter ses amis avec son prix. Lu Gang et Wang Shuji obtiennent tous deux 95, se vantant qu'ils auraient pu résoudre le dernier problème avec plus de temps. Alors que Heyu se contente de la 3e place, le professeur révèle le meilleur scoreur, Lin Zicheng, avec un 100 parfait. Lu Gang et Wang Shuji sont stupéfaits. Même Heyu admet que Lin est d'un autre niveau et Han Han le qualifie fièrement de fierté de Shanghai. Après avoir remporté le test d'augmentation mécanique, Lin Zicheng ignore les éloges et demande calmement son prix de 888 yuan. Plus tard, lors des résultats de l'examen de fusion génétique, Lu Gang obtient 81 et Wang Shujie 83, tandis que Han Han impressionne avec 78, se classant dans le top 5. Mais une fois de plus, Lin Zicheng choque tout le monde avec un score parfait et un autre prix. Le succès répété dévaste Heyu, Lu Gang et Wang Shujie, ébranlant tellement leur confiance que Lu et Wang l'accusent d'avoir eu connaissance des réponses à l'avance. Lorsque Lu Gang et Wang Shujie accusent Lin Zicheng de tricherie, le professeur Kai les rabroue fermement, expliquant qu'il a lui-même rédigé toutes les questions, rendant la tricherie impossible.
Leurs camarades de classe se moquent d'eux, avec Heyu et son ami ridiculisant le duo pour avoir embarrassé la ville de Nanyuan. Après le déjeuner, l'attention se tourne vers l'examen de survie en milieu sauvage, qui comprend l'escalade, la natation et l'allumage de feu. Déterminés à retrouver leur fierté, Wang et Lugang jurent de vaincre Lin Zicheng, mais ils dominent facilement les épreuves d'escalade grâce à sa force et sa vitesse supérieure. Pendant ce temps, il s'inquiète silencieusement pour Han Han, qui a du mal à grimper et finit dernière, bien qu'il ait confiance qu'elle brillera lors de l'épreuve de natation. Dans le défi de faire du feu, Lin Zicheng étonne tout le monde en produisant des flammes en seulement 58 secondes, laissant Wang Shujie et Lu Gang sans voix. Lors de l'épreuve de natation, Han Han brille, battant sans effort le duo de Nanyuan et ébranlant encore plus leur confiance. À la fin de l'examen de survie en milieu sauvage, Wang et Lu Gang sont silencieux et humiliés. Mais lorsque le professeur Yao annonce la compétition finale de sparring en arts martiaux, leur morale se ravive. Ils le voient comme leur dernière chance de se racheter et de prouver que le succès de Lin Zicheng ne signifie rien sans la force au combat. Avant le combat, le professeur Yao a fait passer à la classe des tests d'échauffement, un sprint de 100 mètres, un lever de barre à une main et un saut vertical. Même en se retenant, Lin Zicheng a dominé, courant en 7 secondes et 78 centièmes, soulevant 330 kg d'une main et sautant 2 mètres et 18 cm, se classant premier dans chaque épreuve. Les résultats ont ébranlé Wang Shujie et Lu Gang, bien qu'ils se soient rassurés en se disant que les compétences en combat comptèrent davantage lors des affrontements. Lorsque les matchs ont commencé, cependant, personne n'a osé affronter Lin Zicheng, forçant Yao à désigner Lu Wei. Le combat s'est terminé instantanément avec un coup dévastateur, après quoi Lin Zicheng a facilement vaincu le reste de ses camarades de classe, prouvant sa supériorité écrasante. Wang Shujie et Lu Gang sont ébranlés après avoir vu la démonstration de force de Lin Zicheng, réalisant avec effroi qu'il s'était probablement retenu lors des tests précédents. L'écart entre eux et lui semble insurmontable. Juste à ce moment-là, Heyu s'avance soudainement, brûlant de détermination, et défie Lu Gang. Désireux de décharger sa frustration, Lu Gang accepte avec confiance, se vantant qu'il gagnera en moins de 30 secondes. Le combat commence avec Heyu qui charge férocement, mais la différence de force est trop grande. Lu Gang le domine facilement, attrapant son coup de pied et le jetant brutalement hors du ring. Heyu est allongé, vaincu, toussant et souffrant. Lu Gang reconnaît avec suffisance l'habileté de Heyu tout en déclarant sa propre supériorité. Lin Zicheng s'avance alors pour défier Lu Gang. Toujours sur sa victoire, Lu Gang accepte, seulement pour être instantanément éliminé par la vitesse et la précision de Lin, expulsé du ring d'un seul coup. Avec ses deux camarades vaincus, l'attention se tourne vers Wang Shujie. La foule se moquant que la fierté de Nanyuan repose uniquement sur lui et le défiant de ne pas reculer. Irrité et acculé, Wang Shujie les fait taire et déclare qu'il allait de toute façon se battre. Il entre dans le ring pour affronter Lin Zicheng, se préparant malgré les chances écrasantes. Wang Shujie charge Lin Zicheng de toutes ses forces, mais Lin attrape son coup de poing sans effort et l'assomme d'un seul contre, le laissant inconscient sur le sol du gymnase. Lin continue à vaincre tous les autres garçons de la classe tout aussi facilement, chacun tombant après un seul échange. Lorsqu'il vérifie son système ensuite, il remarque que son exploit de survie du plus apte ne compte chaque adversaire qu'une seule fois, ce qui signifie qu'il doit maintenant affronter les filles de sa classe. À sa surprise, les filles se portent volontaires avec enthousiasme, certaines l'encouragent même avec admiration. La première adversaire attaque rapidement, mais ne parvient pas à toucher avant que l'un esquive habilement et termine le combat. Une par une, les autres filles prennent leur tour, mais l'un les bat toutes sans effort, veillant à ne blesser personne. Lorsque le dernier match se termine, il a battu tous les élèves de la classe, mais sa barre de réussite n'est toujours pas pleine, ce qui le laisse légèrement frustré et se demandant comment trouver des adversaires plus forts. Son professeur, Hao Yuanfang, annonce alors une nouvelle importante. Dans un mois, leur classe affrontera la meilleure classe régulière de deuxième année. La déception de Lan se transforme en excitation. Ce nouveau défi est exactement ce dont il a besoin pour progresser. Après le cours, Lu Gang, désormais humble, admet qu'il a mal jugé Lan et jure de devenir son rival pour les 3 prochaines années. Wang Xiuji jure de venger sa défaite un jour. Bien que Lin y prête peu d'attention, il se concentre sur les récompenses qu'il a gagnées. Avec plus de 3000 yuan obtenus grâce aux primes d'examen, Lin est satisfait de pouvoir enfin s'offrir plus de viande de bête pour se renforcer. Plus tard dans son dortoir, il passe en revue ses finances et réalise que ce n'est toujours pas suffisant. Décidant de gagner un revenu supplémentaire, il suit le chemin de ses parents et devient écrivain de romans en ligne. Grâce à sa racine céleste de sagesse, son écriture captive immédiatement les lecteurs, lui valant un contrat officiel avec Yuen en une journée. Le lendemain matin, Lin lit un gros titre. Un rat mutant massif de plus de 5 mètres de long avait attaqué une installation de viande congelée. Il n'a été arrêté que lorsqu'un cyborg s'est autodétruit, les détruisant tous les deux, rappelant le monde dangereux dans lequel il vit. Lin Zicheng étudie la photo d'une créature abattue, se demandant si un monstre est apparu dans la ville de Shanghai. Combien d'autres pourraient se cacher sans être vus? Quelques jours plus tard, l'attention se porte sur une séance d'entraînement tant attendue entre la classe d'élite de Shanghai High et la plus forte classe régulière de deuxième année. Dans le gymnase tendu, le professeur Hao Yuanfang rassemble ses élèves, les avertissant que bien qu'ils possèdent un talent exceptionnel, la classe adverse détient l'avantage global.
Son instruction est simple, terminez chaque combat rapidement et ne laissez pas à l'ennemi le temps de se rétablir. Lorsque la réunion se termine, Lin Zicheng se précipite vers le ring, impatient de combattre en premier et de continuer à progresser vers son objectif de survie du plus apte. Son adversaire est une grande fille blonde qui affirme qu'il est injuste d'affronter d'abord le meilleur combattant de la classe d'élite puisqu'elle est la plus faible de sa classe. Professeur Hao, réalisant le malentendu, se précipite pour confronter l'instructeur adverse, l'accusant de violer la règle non écrite selon laquelle les deux côtés devraient commencer avec leurs membres les plus faibles. Après un échange animé, Hao ordonne à Lin de se retirer, le réservant pour des matchs ultérieurs. Hao choisit alors Yuntong pour commencer, mais avant qu'elle ne puisse y aller, Hanan s'avance, se portant volontaire pour y aller en premier puisqu'elle est la plus faible. Bien que visiblement nerveuse, elle entre sur le ring pour affronter la blonde confiante. Le match commence avec la blonde attaquant férocement, repoussant Hanan. Malgré sa peur, Hanan reste concentrée. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner par la force, alors elle adopte une stratégie défensive, endurant, bloquant et attendant que son adversaire se fatigue. Les minutes passent et la tactique commence à fonctionner. La blonde devient épuisée et frustrée, puis rassemble ses forces pour un dernier coup décisif qui met Hanan à terre. L'arbitre annonce la fin du match. Bien que vaincu, Hanan gagne l'admiration de ses camarades de classe et les éloges du professeur Hao pour son endurance et sa défense astucieuse. Lin Zicheng la réconforte avec une douce tape, apaisant sa gêne. La prochaine combattante de la classe élite, une fille aux cheveux bruns, s'avance en tentant de profiter de la fatigue de la blonde. Cependant, son assaut précipité est contré. Elle est abattue, immobilisée et forcée de se rendre. La blonde se moque d'elle sans pitié, rabaissant l'arrogance de la classe d'élite. Avant que l'humiliation ne continue, Shuxin s'avance et déclare qu'elle se battra ensuite pour venger Hanan et prouver que leur classe ne sera plus moquée. Shuxin entre sur le ring et prouve qu'elle est une combattante exceptionnelle, mettant fin au match de son adversaire senior avec un seul coup dévastateur. Depuis la touche, Hanan applaudit avec enthousiasme, et Lin Zicheng lui rappelle que la victoire facile de Shuxin est due à l'effort précédent de Hanan qui a affaibli l'adversaire. 2 heures plus tard, la séance de sparring continue. La classe d'élite parvient à égaliser le score, et le professeur Hao Yuanfeng dit avec confiance au professeur de deuxième année que la classe de son rival n'a plus que 4 combattants, mais il avertit rapidement ses élèves de ne pas se détendre. La véritable bataille ne fait que commencer. Leurs 4 plus forts, Lin Zicheng, Wang Xiuji, Lu Gang et Haiyu, sont maintenant en lice. Haiyu passe en premier. Il provoque son adversaire avant de lancer un coup de pied fulgurant qui met le senior KO instantanément. Un autre adversaire se présente, plus fort cette fois, mais Haiyu le bat tout aussi facilement. Énergisé par les acclamations de Shuxin et Han Han, il continue son carnage, remportant 5 matchs d'affilée. Épuisé mais défiant, il crie qu'il peut encore en affronter 10 de plus. Cependant, la fatigue le rattrape et lors de son 6e duel, il est finalement vaincu. Avec Haiyu à terre, la classe d'élite n'a plus que 3 combattants contre 13 adversaires. Ensuite vient Wang Xiuji, qui combat avec une vitesse et une puissance incroyables. Ses poings et ses coups de pied frappent comme la foudre alors qu'il traverse 10 adversaires d'affilée. Mais lors de son 11e match, l'épuisement le ralentit et il est finalement maîtrisé. Puis Lu Gang entre. Il bat 2 des meilleurs combattants de la classe régulière en moins de 10 minutes, redonnant espoir à son équipe. Il ne reste plus qu'un combattant de 2e année. Le professeur Hao provoque le professeur de 2e année pour qu'il se rende, mais Feng répond que son dernier élève n'a pas encore combattu. Une silhouette imposante s'avance, ébranlant l'arène par sa taille. Le gigantesque Wang Jinhee entre dans le ring. Feng révèle que Wang est un nouvel étudiant transféré et sa carte maîtresse cachée. Se sentant anxieux, Hao encourage Lin Zicheng à faire de son mieux, mais Lin répond calmement qu'il gagnera à coup sûr. Face au géant, Lin endure les moqueries de Wang alors que le senior offre 10 coups gratuits. Lin accepte. Au moment où Wang finit de parler, notre garçon frappe. Son poing traverse l'air en un flou, frappant le ventre de Wang avec une force explosive. Le combattant massif est soulevé du sol et projeté en arrière, s'écrasant au sol alors que le gymnase tombe dans le silence. Un instant plus tard, la classe d'élite éclate en acclamations. Debout, calme et serein, Lin Zicheng gagne. Après la victoire stupéfiante de Lin Zicheng d'un seul coup de poing contre le monstrueux Wang Jinhee, un professeur de 2e année s'approche de Hao Yuanfeng, louant la force écrasante de Lin et le comparant à un ancien élève légendaire, Wu Tiancheng. Hao sourit, mais le corrige, disant que bien que Lin soit doué, il est encore loin du niveau de Wu. Wu Tiancheng, explique Hao, était une légende qui a vaincu toute la classe d'élite de 3e année en première année. Ses exploits étaient surhumains, 100 mètres, sprint en 6 secondes, un saut vertical de 4 mètres et la capacité de soulever 650 kg d'une seule main. Lin écoute, intrigué mais peu impressionné, pensant silencieusement que ces chiffres ne faisaient que correspondre à sa propre force d'enfance. Ce soir-là, la classe d'élite fête dans un restaurant. Hao Yuanfeng lève fièrement son verre, annonçant que le professeur de 2e année doit payer le repas à cause de leur défaite. Les étudiants applaudissent et entourent Lin, le bombardant de questions sur son entraînement. Légèrement mal à l'aise avec l'attention, Lin remarque que Han Han prend soin de lui discrètement, en mettant de la nourriture dans son assiette comme toujours. Lorsqu'il croise son regard et sourit, elle panique et s'enfuit aux toilettes. Là, 2 camarades de classe bavardent à son sujet, se moquant d'elle pour agir comme la servante de Lin et affirmant qu'elle n'a intégré la classe d'élite que grâce à lui.
Cachée à proximité, Han entend tout, mais au lieu de s'enfuir, elle sort et les confronte, déclarant fermement qu'elle est l'amie d'enfance de Lin Zichen. Les filles sont stupéfaites par son courage. Plus tard, alors que Lin et Han rentrent chez eux sous les réverbères tamisés, ils remarquent son silence inhabituel. Lorsqu'il lui demande ce qui ne va pas, elle hésite avant de confesser son secret le plus profond. Elle souffre encore d'énurésie nocturne et porte des couches pour dormir. Honteuse, elle se dit cassée. Lin la rassure doucement, posant ses mains sur ses épaules et lui disant qu'elle n'est pas cassée du tout. Sa faiblesse pourrait en fait être un pouvoir qui ne s'est pas encore éveillé. Surprise, Han demande s'il le croit vraiment. Lin sourit et dit oui, ajoutant qu'il a aussi un super pouvoir. Encouragé, Han se demande quelle pourrait être sa capacité. Lin l'assure que ce sera certainement quelque chose d'extraordinaire. Avant qu'ils ne puissent continuer, leur chemin est bloqué par une rue barrée où des exterminateurs en combinaison de protection éliminent des rats. Un homme en tablier essaie frénétiquement de les arrêter, criant aux agents de ne pas faire de mal à ses frères. Sa voix se brise alors qu'il attaque l'équipe dans une frénésie. Han, horrifié, demande s'il est fou. Lane hoche légèrement la tête, disant que l'homme doit être instable, bien que ce soit toujours une scène tragique. Il suggère qu'ils rentrent chez eux. Ce soir-là, Lin est assis avec ses parents en regardant les nouvelles. Le reportage annonce qu'une jeune enseignante disparue la semaine dernière n'a toujours pas été retrouvée, marquant la 5e disparition ce mois-ci. Les femmes montrées sont toutes jeunes et belles. La mère inquiète de Lin le presse de s'assurer que Han ne rentre jamais seul, et il promet qu'il la protégera. Pendant ce temps, au bureau de la sécurité publique de la ville de Shanghai, l'homme qui a attaqué les exterminateurs est en détention. Un policier et un médecin l'observent derrière une vitre. L'officier se demande si l'homme est fou, mais le médecin n'en est pas sûr. Il n'a pas parlé depuis sa détention. L'officier fronce les sourcils, remarquant comment le suspect avait crié de manière incontrôlable plus tôt. Soudain, l'homme à l'intérieur commence à trembler violemment. Une aura sombre s'échappe de son corps alors que sa forme se transforme. En quelques instants, l'homme se transforme en une créature monstrueuse ressemblant à un rat avec des yeux rouges brillants. Terrifié, l'officier attrape sa radio et crie pour demander des renforts. Mais avant que l'aide puisse arriver, la pièce se remplit du bruit de verre brisé. Un rat monstrueux et aberrant dévaste la ville, insensible aux tirs. Les balles de la police affectent à peine son corps alors que les agents se retirent sous les ordres de l'éloigner du centre-ville. Avec toutes les unités cyborg occupées ailleurs, les renforts sont encore à 10 minutes, trop long pour survivre à une confrontation directe. Une policière s'élance dans une camionnette de police, la bête à sa poursuite, bondissant sur les toits. La camionnette monte une route de montagne et entre dans un tunnel, mais le rat rattrape, percutant le véhicule et le renversant violemment. Étourdi et saignant, l'officier se prépare à mourir jusqu'à ce qu'une explosion aveuglante illumine le tunnel. De la fumée descend une cyborg avec des cheveux courts violets et une armure étincelante. Elle lance une salve de missiles violets. Les explosions couvrent le tunnel, secouant la terre. Quand le feu se dissipe, la créature a disparu. La cyborg dit que la bête doit être blessée car elle ne peut pas être allée loin. À mesure que les monstres évoluent, elle aussi, déterminée, elle suit sa trace dans la nuit. Des heures plus tard, sous la ligne d'horizon lumineuse de Shanghai à 3 heures du matin, Lin Zichen est assis dans son appartement. Pour une fois, il ne s'entraîne pas. Au lieu de cela, il écrit. Après une demi-mois d'efforts ininterrompus, son roman en ligne approche les 200 000 mots, ayant déjà gagné plus de 10 001 en revenus payés. Excité mais agité, Lin ferme son ordinateur portable et décide de s'entraîner à la place. Se glissant dans une ruelle déserte, il évalue ses progrès. Ses capacités ont dépassé les limites humaines et approche quelque chose de surhumain. Mais un bruit étrange interrompt sa concentration. Dans l'ombre, il aperçoit un rat humanoïde tordu, accroupi et rongeant un bras humain. La créature se fige en le voyant, les yeux écarquillés de peur, suppliant de ne pas le tuer car il avait juste vraiment très faim. Le sang de Lin se glace en apercevant un homme souris. Il se souvient des récentes nouvelles concernant un rat mutant échappé d'un laboratoire. Cela pourrait être cette même créature, maintenant à moitié humaine. Il sait qu'il devrait appeler les autorités, mais lorsqu'il bouge, la créature panique, mal interprétant son intention. Elle pousse un cri avant de sauter en avant, son corps se brouillant avec une vitesse surnaturelle. Lin réagit instantanément. Sa jambe frappe le monstre en plein dans la mâchoire. Le son est tonitruant. Le souris-homme s'écrase au sol, étourdi par la puissance impossible du coup de pied d'un étudiant. Avant qu'il ne puisse se remettre, Lin lance une pierre, puis une autre, puis des dizaines d'autres. Chaque coup atteint sa cible avec précision. Les pierres traversent comme des balles. Le corps de la créature se brise jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement dans le silence. Lin fixe la créature qui était autrefois vivante. Un frisson le parcourt alors que la vérité s'installe. Sa force a dépassé celle des humains. Il n'avait pas seulement tué le monstre, il l'avait effacé. Lin Zichen s'accroupit à côté des restes de la créature abattue. Puis, il se force à toucher les os. Au moment où ses doigts touchent les restes, une vague d'énergie bleue le traverse et le système notifie qu'il a absorbé la trace de la source de vie du rat mutant géant de 2%. Il fronce les sourcils. La dernière créature lui avait accordé 5%. Se souvenant d'une théorie, il réalise que chaque hérétique doit contenir des quantités variables de l'essence génétique du roi rat, expliquant l'absorption plus faible cette fois-ci. Alors que la lumière commence à se répandre, Lin décide de ne pas s'attarder et quitte discrètement la ruelle. Quelques instants plus tard, une femme cyborg aux cheveux violets descend d'en haut, atterrissant là où la bataille a eu lieu. Son regard balaie les restes fumants, et elle se demande qui a pu faire cela.
Pendant ce temps, dans un bâtiment en ruine baigné de lumière rouge, des cultistes encapuchonnés chantent autour d'un cercle d'invocation lumineux. L'un traîne une femme inconsciente au centre et l'offre à leur dieu. Une voix profonde répond depuis l'obscurité, le dieu Ra, furieux de recevoir seulement un sacrifice. Le cultiste terrifié implore le pardon, expliquant que les femmes de la ville sont devenues trop prudentes pour être capturées. L'être monstrueux grogne et lui ordonne de capturer des jeunes hommes à la place. Pour récompenser son obéissance, le dieu Ra laisse tomber un morceau de viande crue devant lui. Le cultiste le dévore avidement alors que le cercle d'invocation s'embrase. Des tentacules cramoisis s'élèvent, prenant la femme et la soulevant dans les airs. Une bouche monstrueuse s'ouvre dans l'ombre, la dévorant d'une seule bouchée effroyable. La voix du dieu Ra gronde à nouveau, exigeant que les futurs sacrifices soient de sang noble, leur chair douce et riche en saveurs. Tremblants, les cultistes s'inclinent devant l'obscurité. Ignorant de ces horreurs, Lin Zichen reprend sa vie quotidienne. Pour aider Han Han qui a des difficultés avec les arts martiaux, il commence des séances d'entraînement privées chez elle. En tant qu'instructeur discipliné mais patient, il corrige soigneusement sa posture, guide sa position, ajuste sa posture et lui apprend à canaliser sa force efficacement. Lorsqu'elle attaque avec une confiance renouvelée, il intercepte sans effort ses coups, louant ses améliorations tout en soulignant les ajustements à apporter. Après une séance intense, Han Han s'effondre, essoufflée mais souriante. Elle se sent plus forte et plus capable que jamais. Désireuse de progresser plus vite, elle demande à s'entraîner tous les jours, mais l'un refuse, avertissant que le surentraînement endommagera son corps. À contre-cœur, elle accepte de maintenir leur emploi du temps actuel. Leur moment de calme est interrompu lorsque le téléphone de l'un vibre avec 2 gros titres. La société offre un traitement gratuit pour les prodiges mécaniques estropiés, et un génie de l'université de Pékin réalise une fusion génétique double, le plus jeune de l'histoire. La deuxième nouvelle le choque. Il se souvient du prodige auquel il a souvent été comparé, quelqu'un qui a accompli l'impossible à seulement 18 ans. Alors que l'un baisse le téléphone, une question se pose dans son esprit. La fusion génétique est devenue le summum de l'avancement humain, mais il se demande si la fusion avec des gènes étrangers est vraiment le chemin ultime vers le pouvoir, ou s'il pourrait exister une autre manière de transcender les limites humaines. Lin Zichen avait pleinement embrassé sa nouvelle vie en tant que romancier en ligne, consacrant son attention et son énergie à sa carrière d'écrivain. Sa vitesse de frappe incroyable et son style de narration rapide ont rapidement attiré une attention massive en ligne. Les lecteurs étaient stupéfaits par la quantité qu'il pouvait écrire en si peu de temps, étonnés qu'il ait réussi à publier 50 000 mots dès son premier jour. Ce succès était en grande partie dû à sa capacité avancée et à la voix céleste de la sagesse, qui lui avait permis d'affiner progressivement à la fois son traitement mental et sa coordination des mains. Après un mois de pratique, sa vitesse de frappe avait atteint 10 000 mots par heure, ce qui signifiait qu'il n'avait besoin d'écrire qu'environ 1 heure par jour. Le reste de son temps pouvait être consacré à la cultivation et à l'entraînement martial, créant un équilibre parfait entre ces deux activités. Son père était profondément fier de lui. Voyant la popularité croissante du roman, il estima que l'un pourrait gagner environ 50 000 wen dans son premier mois, et peut-être doubler cela avec une constance continue. Cette prédiction remplit l'un de motivation. Il commença à planifier d'utiliser ses gains pour débloquer le codex des bêtes exotiques, fixant son premier objectif sur le codex de l'aigle géant sauvage. Dans les semaines suivantes, Lin continua à s'entraîner dans son cours d'arts martiaux. Sous la direction de l'instructeur Hao, les étudiants ont participé à une séance de combat conçue pour mesurer leur progrès. La performance de Lin était inégalée. Ses techniques étaient rapides, précises et écrasantes, laissant chaque adversaire vaincu avant même qu'il ne puisse réagir. Sa domination sur le ring lui a valu à la fois 88 $ en prix et des progrès précieux vers son accomplissement de la survie du plus apte. Parmi les autres étudiants, Han continuait à lutter mais montrait une amélioration notable. Auparavant, elle avait été vaincue en quelques secondes par l'un des camarades plus faibles, mais cette fois, elle a réussi à tenir plusieurs minutes et même à porter plusieurs coups. Sa progression lui a valu une reconnaissance discrète de l'instructeur, qui l'a encouragé à maintenir ses efforts. Après la fin du sparring, Hao a annoncé que leur classe affronterait la classe élite de 2e année dans un mois, avec pour objectif de vaincre tous sauf les 3 meilleurs combattants. Le défi a dynamisé les étudiants et l'atmosphère est devenue remplie d'anticipation et d'esprit de compétition. Au fil du temps, le web roman du père de Lin a continué à monter en flèche en popularité, rapportant 89 000 $ à la fin du mois. Avec ce succès, Lin décida enfin d'acheter de la viande de bête pour la cultivation. Au supermarché, il se renseigna sur la viande d'aigle géant sauvage, mais le vendeur mentionna une réduction pour les achats en gros de plus de 100 jeans. Notre garçon a réalisé qu'il pouvait économiser plus d'argent en attendant un mois de plus pour acheter en gros, alors il a reporté l'achat jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de fonds. Le lendemain à l'école, Lin et Han ont visité la cafétéria pour essayer le nouveau comptoir de plats sautés. Le riche parfum de nourriture remplissait l'air alors que les chefs travaillaient rapidement derrière le comptoir et les deux ont réussi à trouver une table avant que la longue file ne se forme. L'ambiance était animée, remplie de rires et de conversations jusqu'à ce qu'une dispute éclate soudainement au comptoir entre 2 étudiants à propos d'une coupure de fil. Le différend s'est rapidement intensifié alors que d'autres étudiants s'impliquaient, attirant l'attention de tous les alentours. Lin observa calmement la situation depuis son siège, évaluant la scène avant d'intervenir pour la résoudre avec une autorité tranquille, empêchant ainsi qu'elle ne devienne violente.
Loin de l'agitation normale de la vie étudiante, une réunion très différente se tenait dans une villa luxueuse à Shanghai. Le culte du dieu Ra s'était réuni en secret pour discuter des événements récents. Leur chef, vêtu de noir, a rapporté qu'un de leurs membres avait perdu le contrôle en public et avait été tué par les forces de sécurité. Le culte accepta la perte sans inquiétude. Le chef présenta ensuite une nouvelle recrue pour le remplacer et annonça un changement dans les objectifs du culte. Suivant de nouveaux ordres de leur divinité, le culte devait se concentrer sur la capture d'élites nobles plutôt que de victimes ordinaires, car le dieu Ra exigeait désormais des offrandes de meilleure qualité. Certains membres s'y opposaient, craignant que cibler les nobles n'attire trop d'attention. Alors le chef proposa un compromis pour cibler les fils de marchands riches, mais politiquement impuissants. Cela minimiserait les risques tout en satisfaisant les exigences du dieu. La réunion s'est terminée avec le chef assignant aux nouveaux recrues une mission d'essai. Il a reçu l'instruction de capturer un jeune homme séduisant comme sacrifice pour l'un des subordonnés du dieu Ra. Le recrue a accepté l'ordre sans hésitation, déterminé à prouver sa valeur au culte en sélectionnant la cible la plus attirante et appropriée qu'il pourrait trouver dans la ville. En classe, Ayu était encore en colère à propos de l'incident de la cafétéria. Après avoir fouillé, il découvrit que les étudiants qui avaient coupé la file étaient de la classe 3 de la deuxième année, la classe d'honneur élite contre laquelle il devait bientôt concourir. La révélation le choqua. Des étudiants d'un groupe aussi prestigieux agissant de manière si éhontée n'avaient pas de sens. Lin Zishen, appuyé nonchalamment contre les casiers, ne semblait pas surpris. Pour lui, de bonnes notes ne signifiaient pas nécessairement un bon caractère. Son attention se détourna lorsqu'il remarqua une alerte de dernière minute sur son téléphone. Un autre héritier riche avait disparu, le 5e en quelques semaines. Sans rançon ni indice laissé derrière, le schéma était indubitable. L'un l'a immédiatement relié au culte du dieu Ra et à leur mission de cibler les nobles. La réalisation durcit son expression. Il était certain que le culte était responsable. Lorsque le jour de la compétition interclasse arriva enfin, le gymnase bourdonnait d'excitation et de tension. Deux rings de combat étaient installés, et les deux classes remplissaient les gradins. Les mêmes élèves qui avaient causé des problèmes à la cafétéria fixaient Ayu de l'autre côté de la salle, mais ils soutenaient leur regard avec la même défiance. Dès que les matchs commencèrent, l'atmosphère devint rapidement sérieuse. Hanan fut le premier à combattre, mais fut dominé par un coup de pied puissant d'un aîné, perdant presque immédiatement. Le schéma se poursuivit alors qu'un élève de première année après l'autre tombait en succession rapide. Les élèves plus âgés étaient impitoyables, ne laissant presque aucune chance à leurs adversaires de réagir. Une grande élève de terminale aux cheveux roux entra ensuite dans le ring et écrasa 9 élèves de première année en moins de 10 minutes, affichant une compétence et un contrôle terrifiant. Lorsqu'elle eut terminé, il ne restait plus que 4 élèves de première année, Lin Zichen, Wang Shuji, Liu Gang et Hayu. La classe d'honneur n'avait perdu que 5 combattants jusqu'à présent, et toutes étaient des filles. La différence de puissance entre les deux groupes était évidente. Le professeur Hao pouvait à peine cacher sa frustration, mais décida d'envoyer Ayu ensuite. Confiant et imperturbable, Ayu accepta le défi. Il tint parole, battant rapidement 6 filles de la classe supérieure d'affilée avec une précision contrôlée. Cependant, son élan prit fin brusquement lorsque la classe d'honneur envoya son premier combattant masculin. Les pas de l'étudiant étaient lourds et délibérés lorsqu'il entra dans le ring, et son aura seule était intimidante. Ayu le reconnut immédiatement. C'était le tyran de la cafétéria. Pensant que ce serait une occasion facile de régler ses comptes, Ayu le sous-estima. Le premier coup du tyran est venu plus vite que prévu, un coup de poing brutal qui s'est enfoncé dans l'estomac de Hayu avec une force écrasante. L'impact a laissé Hayu haletant et avant qu'il ne puisse se reprendre, un autre coup a suivi avec un puissant coup de pied qui l'a envoyé s'écraser hors du ring. Vaincu et souffrant, Hayu réalisa trop tard que son adversaire n'était pas seulement fort, il était l'un des meilleurs combattants de la classe d'honneur. Après le match, le tyran tourna son attention vers Lin Zichen, mais il ne réagit pas. Quand son tour est venu, il est entré dans le ring avec un calme posé. La foule a éclaté d'anticipation alors que les deux se faisaient face. Le tyran a lancé un coup de pied haut, visant la tête de Lin, mais Lin a facilement attrapé sa jambe en plein vol et, d'un mouvement fluide, l'a projeté tête la première sur le tapis. Le son a résonné dans tout le gymnase. Il ne s'est pas relevé. Les spectateurs restèrent figés, stupéfaits en silence car il était l'un des 5 meilleurs combattants de la classe d'honneur, et pourtant l'un l'avait vaincu instantanément. Le professeur Hao observait tranquillement, réalisant que les capacités de Lin dépassèrent de loin ce qu'il avait montré auparavant. Même les camarades de classe de notre gars étaient troublés, chuchotant entre eux à quel point sa force semblait inhumaine. Après le bref silence, le protagoniste se tourna calmement vers les autres élèves plus âgés et demanda qui se battrait ensuite. Personne n'avança par peur. Ce qui suivit fut complètement bouleversant. En moins d'une demi-heure, les 29 autres étudiants de deuxième année furent vaincus. L'un se tenait seul sur le ring, entouré d'adversaires tombés, tandis que son interface système apparaissait devant ses yeux. Malgré cette victoire écrasante, l'un se sentait insatisfait. Sa progression vers l'objectif du système était lente et le nombre limité d'adversaires à l'école ne le défiait plus. Sa force avait déjà dépassé le niveau de ses pairs et continuer sous les mêmes règles ne ferait que le freiner. Déterminé à avancer selon ses propres termes, il décida de changer complètement d'approche. La directrice du lycée de Shanghai soupire lourdement, se frottant les tempes en regardant notre héros de l'autre côté du bureau.
Un étudiant de première année défiant toute l'école semble absurde, mais l'expression de Lin ne laisse aucun doute. Il insiste et lui demande de venir au gymnase pour lui montrer pourquoi il est confiant. Quelques instants plus tard, ils se tiennent dans le gymnase faiblement éclairé. L'air est immobile et les lumières fluorescentes projettent de longues ombres sur le sol poli. Le principal croise les bras, attendant une explication. Il enlève calmement sa veste, révélant la carrure définie et puissante sous son uniforme. Son calme ne faiblit jamais, alors qu'il se dirige vers une barre massive reposant sur le sol. Il la saisit d'une main et la soulève haut au-dessus de sa tête. La barre pèse 700 kg, pourtant il la lève sans effort, ses muscles stables et immobiles. Le principal se fige, la bouche grande ouverte de stupeur. La réalisation le frappe d'un coup. C'est ce qu'il voulait dire en montrant sa force. Son pouvoir n'est pas seulement impressionnant, il est surnaturel. Même Wu Tiancheng, le seigneur le plus fort de l'école, n'avait pas montré ce genre de capacité lors de sa première année. Le principal reconnaît enfin la vérité de ce qu'elle a vu. La force de Lin dépasse de loin l'ordinaire. Il lui fait un signe d'approbation et accepte d'autoriser son défi à l'échelle de l'école. Lan accepte avec un sourire mais ajoute une condition. L'événement doit inclure des récompenses. Sans incitation, personne ne prendra la peine de le défier. Il explique le plan clairement. Chaque participant reçoit une petite récompense tandis que le prix principal augmente avec chaque challenger. Si quelqu'un le bat, il remporte tout. Si personne ne le fait, les gains lui reviennent. Amusé par sa confiance, le principal accepte. Avant de partir, Lin demande qu'il garde sa force secrète pour éviter que quelqu'un ne se désiste trop tôt. Il promet de rester silencieux. Plus tard dans la soirée, de retour dans son bureau, le principal finalise les plans de l'événement. Lorsque Lin les examine, il hoche la tête avec satisfaction. Leur discussion discrète attire l'attention de deux enseignants qui passent et qui s'arrêtent en presque, choqués de voir le principal sourire si chaleureusement. La vue du principal habituellement sévère et inflexible montrant une telle approbation envers un élève les laisse complètement confus. Le lendemain après-midi, à exactement 14 heures, le gymnase est plein à craquer. Les étudiants remplissent chaque siège, bourdonnant d'excitation et d'incrédulité. Deux grands rings de combat dominent le centre où Lin Zichen se tient à côté du principal. Lorsqu'il prend le microphone, la voix du principal résonne dans la salle alors qu'elle présente Lin, racontant ses victoires et annonçant les règles du défi, un étudiant de première année contre toute l'école. La salle de sport éclate de bruit, de rires moqueurs, de cris choqués et d'incrédulité totale. Beaucoup qualifient l'idée de folle, affirmant que le principal a dû perdre la tête. Ils soutiennent que battre une classe de haut niveau ne signifie pas qu'un élève de première année peut affronter les élèves de deuxième et troisième année réunis. À travers le tumulte, Lin reste immobile et calme. Lorsque le bruit diminue légèrement, il annonce qu'à partir de demain, il sera au gymnase chaque après-midi pendant 2 heures. Quiconque veut l'affronter peut venir à ce moment-là. La colère et les moqueries autour de lui ne le dérangent pas. Il les voit comme du carburant. Plus les étudiants sont provoqués, plus il aura de défis à relever et plus vite il pourra avancer dans sa progression de la survie du plus apte. Alors que la nuit tombe, un jeune homme blond marche seul, sirotant une boisson. Lorsqu'il est abordé par deux femmes qui l'invitent à un bar, il les éconduit froidement. Il se sent frustré en errant sous les néons. C'est un nouveau recrue du culte du dieu Ra, envoyé pour sa première mission, afin de trouver un sacrifice approprié. Des jours ont passé sans succès, et son anxiété grandit. Il envisage d'enlever une célébrité, mais sait qu'il est trop faible pour en maîtriser une. Le temps presse, et l'idée d'échouer devant ses supérieurs lui tord l'estomac. Puis, alors qu'il arpente les rues, il aperçoit Lin Zichen qui passe en courant, vêtu d'un débardeur et d'un short. L'homme décide que Lin est parfait, une cible forte et belle digne d'être offerte. La détermination remplace la panique. Il suit silencieusement alors que Lin tourne dans une ruelle industrielle déserte. S'arrêtant dans l'ombre, le cultiste blond ressent de l'excitation. Il libère son pouvoir avec un grognement sourd. Son corps commence à se tordre et à se déformer, et en quelques instants, la forme humaine disparaît, remplacée par une créature monstrueuse accroupie dans l'obscurité, prête à attaquer. Il se jette en avant, rugissant alors qu'il se lance vers Lin Zichen, seulement pour qu'un craquement aigu déchire le silence. Une brique s'écrase sur son crâne avec une force brutale. Alors que l'homme rat devient fou, notre garçon est encore étonné d'avoir réussi à le rencontrer car le codex du rat peut aider à accélérer ses progrès. L'homme rat se tient la tête, se considérant aussi malchanceux qu'il craint notre héros. Puis il tombe raide mort, ce qui choque Lin car il ne s'attendait pas à ce que les membres du culte du dieu Ra soient aussi fragiles. Il commence alors rapidement à absorber la force vitale avant que quiconque ne le remarque, mais l'essence ne l'aide à augmenter que d'1%, ce qui fait penser notre héros que l'homme Ra est un déchet. Juste pour sa propre protection, il s'abstiendra de faire des courses nocturnes car tous les membres du culte ne seront pas aussi faibles en termes de force. Plus tard dans la nuit, le siège de la sécurité de la ville a uni ses forces avec les instructeurs de l'Académie de l'évolution de l'Université de Shanghai et a anéanti le culte du dieu Ra. Il regarde les nouvelles qui informent que le culte du dieu Ra a été anéanti, et celui qui a vaincu le roi Ra cette fois-ci était Wu Tiancheng, un instructeur de l'Académie de l'évolution et également un évolueur fusionné avec des gènes, classé comme un organisme de haut niveau. Ses pouvoirs sont si immenses que toute l'opération n'a duré que 30 secondes et il a vaincu l'ennemi. Lin est émerveillé par les pouvoirs d'un organisme de haut niveau. D'un autre côté, un gars en gilet pare-balles est assis en sirotant le thé et se demande s'il y a eu des nouvelles des autres. Mais Tiancheng dit qu'ils sont toujours portés disparus et que la force d'élite qui est allée à la rébellion à la source numéro 36 est toujours introuvable après tant d'années.
Ensuite, le gars demande une mise à jour sur la source numéro 36 à laquelle Tiancheng admet qu'ils ont été stables, sinon il n'aurait pas eu le temps de venir ici et de se débarrasser du roi Ra. Il le considère comme un petit poisson, malgré le fait que tous les quartiers généraux de la sécurité étaient impuissants face au roi Ra. Puis le gars le taquine à propos de l'alma mater, mais Tiancheng se sent nerveux. Sous les égouts, l'homme Ra implore pour sa vie devant le monstre qui semble être son patron. Le patron est furieux contre lui mais décide de lui donner une autre chance, mais à un certain prix. Le monstre se tourne vers le frère du roi Ra et le confronte, disant qu'il est assez intelligent pour laisser son propre frère prendre le blâme tout en s'amusant à l'arrière. Il menace l'homme Ra que s'il ne commence pas à creuser des tunnels pour lui immédiatement, il le tuera aussi. D'autre part, l'un est suivi par des rumeurs alors qu'il parcourt son téléphone en lisant les nouvelles des membres du culte du dieu Ra qui sont actuellement recherchés. Quiconque les trouve recevra une récompense de 500 000 yuans. L'offre le fait saliver, mais il sait que même s'il finit par les trouver, il doit rester discret et chercher les récompenses plus tard. Plus tard, lorsqu'il atteint l'arène, il voit beaucoup de gens qui sont venus. Hanan annonce les récompenses pour les gagnants, quiconque participe au duel avec des prix comme des iPhones et des consoles de jeux. Un gars lève la main pour participer, mais une fille lui marche sur le visage en entrant. Suivi par elle, de nombreuses filles lèvent la main pour y participer, et notre garçon se retrouve entouré de nombreuses filles. Les filles le touchent délibérément et bientôt les choses prennent une tournure sauvage. Il se concentre sur la victoire, sachant qu'il déteste frapper les filles mais il doit le faire pour gagner le concours. Une par une, il commence à écarter les femmes mais les filles ne reculent pas et demandent une revanche. Il refuse, ce qui déplaît aux filles car elles voulaient juste être proches de lui peu importe les circonstances. Puis un garçon costaud commence à marcher dans sa direction pour lui donner une leçon car il est jaloux de notre garçon, mais en un seul coup de poing, notre gars le jette au loin avec son ami. Un bon moment plus tard, l'un se tient sur tous les concurrents qu'il a combattus et vaincus. Soudain, Yan Xiaochuan entre, disant qu'il veut se battre avec lui. Il avait l'habitude de battre toute la classe à lui seul, indiquant qu'il est assez fort. Yan commence par dire qu'il veut donner à notre héros une bonne leçon sur comment être humble et atteindre le sommet en travaillant réellement pour y parvenir. Ennuyé, notre héros demande au professeur s'il peut commencer. Dès que le combat commence, comme d'habitude, il ne faut qu'un seul coup de poing pour que notre garçon mette Yan à terre. Tout le monde est secoué, car il ne l'avait pas vu venir. Ensuite, c'est au tour de Chen, qui a été surpris que Yan ait été mis à terre par un junior. Il n'avait pas fini de parler, et notre garçon demande la permission à son professeur de commencer, ce qui rend Chen furieux. Alors que Chen se précipite vers notre gars, Lin le projette simplement en l'air, laissant tout le monde bouche bée. Puis, un par un, il continue de mettre à terre tous les concurrents, et à la fin, son système lui notifie qu'il a atteint la survie du plus apte. Notre garçon reçoit l'attribut de la survie du plus apte, mais il n'est pas sûr de la quantité de dégâts qu'il peut encaisser avec cette compétence. Il emmène ensuite Han alors que le tournoi est terminé, et s'en va. Plus tard, sa principale le félicite pour avoir obtenu le titre de numéro 1 de toute l'école. Elle est sûre qu'il cache sa véritable force, et il essaie d'esquiver le sujet. Elle parle ensuite de Chen Wuxing qui peut soulever 690 kg, donc les statistiques de notre garçon lui indiquent facilement qu'il peut soulever 800 kg minimum. Il ment en disant qu'il peut soulever 795 kg, cachant ses véritables statistiques. Instantanément, il demande quand il recevra son prix en argent, et la principale transfère immédiatement le montant, pensant qu'il est obsédé par l'argent. Alors qu'elle commençait à parler d'autre chose, il l'interrompt, demandant s'il peut utiliser la piscine de l'école avec Han pour nager. Il demande également à ne pas être dérangé par d'autres lorsqu'il l'utilise. Elle accepte instantanément, mais il demande aussi que les caméras soient couvertes, ce qui lui semble suspect, un garçon et une fille seuls dans une pièce. Néanmoins, elle lui remet les clés, lui disant d'être prudent et de ne pas la mettre enceinte. Il est confus car il veut juste tester les pouvoirs de Han. Alors qu'il s'apprête à partir avec son meilleur ami, elle lui demande s'il peut l'aider à s'entraîner pour sa compétition de chant à laquelle elle participe. Elle lui demande s'il peut répéter avec elle et il accepte, se sentant heureux pour elle. Plus tard dans la nuit, Han et Zicheng répètent dans sa chambre tandis que Jen fait un commentaire sur une fille et un garçon seul dans une pièce. En entendant cela, la mère de Han se fâche contre Jen, lui disant de s'occuper de ses affaires. Zicheng entend cela et décide intelligemment de partir. Avant de partir, il rappelle à Han d'apporter un maillot de bain pour demain. Nerveusement, elle sort un maillot de bain, se demandant s'il est trop révélateur, mais se rassure en se disant que c'est seulement Zicheng. Le lendemain, elle entre dans la zone de la piscine, et Zicheng la trouve adorable dans le maillot de bain qu'elle porte. Puis, sans perdre plus de temps, ils commencent à s'entraîner. Après un moment, Han demande à Zicheng de monter, et lui dit que l'eau passe à travers son corps. Confus, Zicheng se demande comment, et elle montre à travers ses paumes que l'eau a traversé son corps. L'eau fuit à travers le corps de Han, et notre garçon la sort de la piscine pour vérifier s'il y a une poussée de super pouvoir, et si plus d'eau fuit par une autre partie. Il teste 3 fois, et ne trouve rien d'anormal à propos de son corps. Seule sa main a cette capacité. Elle pose ensuite une question embarrassante, si la raison pour laquelle elle ne peut pas se retenir d'uriner est que certaines parties de son corps laissent passer l'eau. Il est troublé et lui demande de l'informer quand elle sent qu'elle ne peut pas se retenir, et il vérifiera. Hanan est contente d'avoir au moins un super pouvoir, visant à prouver qu'elle est la meilleure partenaire pour notre héros. Plus tard, il entre dans un supermarché pour acheter 100 livres de viande d'aigle géant sauvage. Il lui remet sa carte et son adresse pour la faire livrer là-bas. La fille qui tient la carte se demande « Qui est ce riche qui dépense follement ici ?»
Un peu plus tard, elle la livre, lui demandant de lui donner une note de 5 étoiles. Il avait environ 210 000 en main et il a décidé d'acheter la viande d'aigle. Il est excité de voir ce qui se cache derrière le codex, et quand il le touche, son système l'informe qu'il a absorbé une quantité massive de l'essence vitale de l'aigle géant sauvage, atteignant 100%. Il acquiert également l'attribut biologique de l'œil du ciel, qui lui donne une vision améliorée et une capacité de suivi des mouvements. Il teste la nouvelle compétence, et elle fonctionne très bien. Puis il rentre chez lui et voit aux informations qu'un individu a subi une mutation par triple infusion de gènes dans un lieu public, ce qui a causé de nombreuses victimes. Il est discuté quelque part que l'infusion de gènes est la mauvaise voie, car autrefois personne ne voulait ramasser mon monstre, et seuls les monstres voulaient être humains. Donc, s'ils trouvent la bonne méthode pour débloquer le potentiel humain, ils peuvent évoluer en forme de vie avancée. Un médecin proteste s'ils doivent seulement compter sur des artistes martiaux traditionnels qui ne peuvent même pas arrêter une balle pour combattre des bêtes mutées, et non sur des individus fusionnés par gènes. Le père de notre gars en discute avec sa femme comment la fusion génétique est également risquée, car ils peuvent muter à tout moment aussi. Elle n'est pas d'accord, disant que l'État a le contrôle sur cela. Ensuite, il s'éloigne